Bonjour, c'est Romaric Briand. Vous écoutez La Cellule, podcast critique du jeu de rôle. Vous pouvez me soutenir en souscrivant à mon Patreon, ou bien soutenir les auteurs et autrices de La Cellule en achetant leur jeu. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel hebdomadaire de La Cellule aujourd'hui avec François. François, bonjour, ça va la pêche? Salut Romaric, ça va et toi? Ouais, nickel, royal. Nous sommes également avec Flavie. Flavie, ça va la pêche? Mensuel ou hebdomadaire au final? Bah, c'est hebdomadaire, hein, parce c'est que... pas clair En fait, moi, alors, alors, pour tout vous expliquer, ce qui se passe, c'est que le premier jeudi, c'est l'audio du live. Le troisième jeudi, c'est 3 trolls. Et sinon, donc, il y a chaque jeudi un podcast de La Cellule. Donc, voilà, il y a la rediffusion de 3 trolls et l'audio du live qui viennent compléter. Voilà, donc c'est hebdomadaire, on peut le dire. Et puis, il y a les vacances, effectivement, qui viennent s'ajouter. Nous sommes également avec Jérémy Klein, qui nous a ramené ce jeu incroyable. Bonjour. Ça va la pêche? Non, je suis malade. Non, t'es pas malade. Ah, ça va mieux, ça va mieux. T'as mal à la gorge parce que t'as fait le Hellfest ou parce que t'as crié, parce que t'as hurlé, c'est ça? Non, j'ai eu la grippe saisonnière. Ah, super, génial. Ouais, c'était super sympa. Bon, on a fait la fête jusqu'au réveillon. On est tous passés par là. Et donc aujourd'hui, tu nous as ramené un jeu qui s'appelle le Daybreak. Qu'est-ce que c'est, Daybreak? Exact. Alors, Daybreak. On va le faire un peu en anglais. Daybreak. The Daybreak. Parce que là, ça me donne plutôt envie d'être avec Kiefer Sutherland, avec Daybreak. Est-ce qu'il y a Robert Pattinson? Daybreak, parce que Daybreak, ça fait genre... Daybreak, quoi. Patrick Timsit, quoi. Enfin... Patrick Timsit, donc. Ok, très bien. Et c'est quoi le pitch du film? Daybreak, Kiefer Sutherland doit arrêter la montée des eaux à lui tout seul et il doit prendre sa grosse voiture et faire le tour de New York pour aller sauver sa fille en même temps et sa femme qui va se faire défoncer. C'est le futur Chuck Norris, quoi. Et 24, c'est 24 heures chrono, Daybreak. Ah, d'accord, ok. Vous n'aviez pas reconnu 24 heures chrono? Non, absolument pas. Pas du tout. Alors, On manque de culture, on manque de culture. Bon, allez, on y va. Alors, Daybreak, c'est un jeu qui m'a intrigué déjà parce que l'auteur Matt Leacock, l'auteur de Pandémie, c'est un jeu que j'affectionne pas mal. En tout cas, à l'époque, j'ai vraiment adoré Pandémie. Peut-être que maintenant, j'y joue beaucoup moins, ça me plairait moins pour plein de petits détails. Mais voilà, quand Matt Leacock a fait un jeu sur une thématique qui parle du réchauffement climatique, bah t'as foncé, quoi. J'ai pas foncé, j'étais très intrigué. J'étais encore plus intrigué quand il a gagné le Spiel, c'est-à-dire c'est l'équivalent du Grand Prix en Allemagne. Dans, je crois, c'est en Espère. C'est Cannes, le prix, comme le prix de Cannes mais en Allemagne. Et il vient d'être nommé à l'As d'Or aussi. Ouais. Il pourrait gagner les 2 prix. Il pourrait gagner les 2 prix. Ouais, ça serait fort. Donc c'était hyper intriguant, il est sorti en décembre, je l'ai pris, il est en rupture de stock, il devrait revenir normalement d'ici fin février, si ça se trouve c'est déjà là. Au moment de la diffusion du podcast, effectivement. Mais nous on enregistre ce podcast en février, c'est pour ça que Jérémy vous dit ça. Donc voilà la première chose. Deuxième chose, c'est un jeu coopératif, j'aime bien les jeux coopératifs. Ouais. Et surtout la particularité qui m'a intéressé, déjà il est pas trop long par rapport à certains jeux, ça reste un jeu long pour on va dire les jeux moyens à l'heure actuelle, c'est pour ça que je pense qu'ils l'ont rangé dans la catégorie Esper. On a dû faire quoi, 2 heures la partie peut-être? J'ai pas calculé du tout. Non, moi non plus, j'ai pas vu le temps passer. Hein. On a démarré à 8h45. D'accord, il est quelle heure là? Il est 22h30 à peu près. 8h45, donc moins de 2 heures. Moins de 2 heures. 1h45. Et on n'est pas tombé dans le piège de Pandémie, c'est-à-dire que du coup, il y a un côté, il peut pas vraiment, enfin, il pourrait avoir ce qu'on appelle un effet leader. Alors c'est-à-dire il faut un joueur. Expliquer. Qu'est-ce que c'est? Un effet leader, c'est donc du coup, comme on a dans le jeu, on a toutes les données, un joueur peut dire à tous les autres joueurs comment jouer. Donc les autres joueurs regardent, ils sont spectateurs, et il y a le joueur qui dit non, il faut que tu joues comme ça, sinon on va perdre. Alors attends, c'est compliqué d'avoir un effet leader parce que les cartes sont face cachée. Chaque joueur joue avec ses cartes en main. Effectivement, déjà. Donc il y a déjà des informations cachées. Après, je crois que le jeu autorise de les révéler. Sauf qu'il y a une phase du jeu où même si on a une problématique commune, alors le but du jeu c'est quoi? Comme on vit dans un monde qui émet du CO2 tour par tour, ça va augmenter la température du monde, et donc plus le monde a une température haute, plus on va avoir des crises, et grosso modo plus on a de chances de perdre. Donc il faut atteindre le daybreak, c'est-à-dire qu'il faut atteindre le jour de basculement où on arrive à émettre du CO2 de telle manière
que la Terre puisse supporter cette émission de CO2, au point même qu'on commence à refroidir la température. Si on termine ce tour là, dès qu'on a fait le jour du basculement, on a gagné la partie. C'est ça, le daybreak, c'est donc un jour théorique au cours duquel la Terre commence à absorber une quantité de CO2 égale à celle que l'humanité renvoie. C'est ça. C'est le jour où en fait la Terre compense les émissions de gaz à effet de serre émises par l'humanité. Et même le moment où elle en consomme, où elle en stocke davantage que de quantité produite. C'est ça le daybreak. C'est ça le concept qui donne son titre au jeu. Donc ça, c'est notre objectif commun. Mais on a toute une phase où on doit régler notre problème de notre région du monde. Il y a 4 régions. On a joué à 4 joueurs, donc on a pu jouer les 4 en même temps. On a les États-Unis, on a l'Europe, on a la Chine et on a le monde majoritaire. Alors ça, c'est intéressant. C'est très intéressant. Ce concept de monde majoritaire, qui est donc une traduction en fait d'un terme anglais. Alors, j'ai la carte. Je suis désolé, je vais mettre un peu de bazar dans ton matériel, Jérémy, parce qu'on va en avoir besoin pour le podcast. On cherche un élément dans le jeu. Si vous voulez, le monde majoritaire, on pourrait dire, c'est le reste du monde. C'est tout le monde qui échappe aux 3 grands marchés occidentaux que sont... trois grands marchés du monde, dont 2 sont occidentaux, donc l'Europe et les États-Unis, et le 3e étant la Chine, qui est donc l'un des 3 empires. Et le monde majoritaire, en fait, on a envie de dire les restes du monde. Et c'est ce qu'il a voulu éviter. C'est pour ça qu'il utilise ce nom de monde majoritaire pour le valoriser d'abord, pour pas dire c'est le reste par rapport aux autres. Voilà. Donc c'est un terme qui a été traduit d'un autre terme anglo-saxon, majority world, et qui désigne en fait l'ensemble des pays dits en voie de développement. Voilà. Et du coup, l'éditeur français a voulu garder cette expression-là. Ouais, et c'est très bien. Et donc, ce qui fait qu'il y a 4 entités qui se partagent en fait les émissions de gaz à effet de serre dans Daybreak, que sont donc, on les répète, les États-Unis, l'Europe, la Chine et le monde majoritaire. Donc le reste du monde, là. Si on veut. On a envie de le dire. Hein. On a envie de le dire. Voilà, on a envie de le dire. Et on constate. Non, et moi, j'aime bien ce terme parce que ça rappelle aussi que il y a peut-être des grandes puissances en fait, mais la majorité du monde, en fait, sont ceux qui produisent le moins de CO2, etc. Alors justement. Non, oui, pardon, mais qui... parce qu'ils sont plus nombreux, en fait. Oui. C'est-à-dire que si tu comptabilises le nombre de qui sont... que sont ces gens, si tu enlèves la Chine, les États-Unis et l'Europe, la majorité du monde, c'est normal qu'ils polluent beaucoup, vu qu'en fait, ils sont nombreux. Et il y a une deuxième raison à ça, c'est la délocalisation de la pollution faite par les pays occidentaux, c'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, les pays occidentaux polluent beaucoup plus par pollution importée. Oui, parce que les usines, elles sont en Inde, elles sont tout ça. Hein. Elles sont dans les restes du monde, dans le monde majoritaire, les usines qui produisent pour les occidentaux. Donc je trouve effectivement qu'il y a déjà là une première intelligence dans le game design du jeu, de présenter l'état du monde de cette façon-là. On verra qu'elle peut être problématique, qu'il y a des limites. Mais c'est très intéressant déjà comme choix de design. Le gars est américain ? Oui, je sais. En tout cas, Matt Leacock est américain. Je pense que l'autre auteur aussi, je n'ai pas vérifié. Ok, donc déjà, même pour des Américains qui ont quand même une connaissance du monde... on va dire américano-centré, pour le moins. Oui, c'est déjà une grande... Pas mal, hein. Je veux dire, rappelons qu'ils ont eu des présidents qui ne savaient pas où se trouvait la Grèce. Hein. Après, les États-Unis sont capables du meilleur comme du pire. C'est aussi ceux qui sont les plus à la pointe des théories progressistes. Donc, il y a des États-Unis, en fait. C'est ça qui est très compliqué. Donc, voilà. Bon. Donc, c'est pas étonnant non plus que... Tu vois, si ce sont des universitaires américains, ils peuvent tout à fait avoir une déconstruction totale de leur... du monde, etc. Enfin, c'est pas... Voilà. Bon, c'est compliqué tout ça. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que chaque joueur est donc amené à incarner l'une de ses puissances, on va le dire comme ça, oui. Avec des problématiques qui lui sont propres. Oui. Donc chaque puissance a ses problématiques. Donc toi, François,
tu jouais les États-Unis. C'est ça. Quels étaient tes starters? Avec quoi tu commençais? T'étais comment en fait en termes de souvenirs rapidement? Quels sont tes sentiments, tes sensations? Globalement, j'avais déjà des énergies vertes, ce qui m'a déjà étonné en fait à chaud comme ça quand j'ai ouvert ma page. Je me suis dit que j'étais pas vraiment le plus représenté. J'ai des joueurs à la ludothèque qui se demandaient du coup justement, puisque c'est fait par des Américains, est-ce qu'ils ne sont pas donné le beau rôle? Un peu sympa avec eux-mêmes. Ouais. C'est possible. Parce que moi j'ai trouvé ma partie, alors à part le dernier tour, on y viendra peut-être après, mais je trouvais ma partie relativement facile. Alors je sais pas si c'est parce que j'ai pioché les bonnes cartes autres, mais j'ai pu vite jarter mes énergies fossiles et partir dans les bonnes énergies vertes, entre guillemets. Alors, pardon, je tiens juste à relativiser ces histoires d'énergie verte. Il faut savoir que les États-Unis sont très en avance sur les énergies vertes, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Il y a en ce moment des grands projets de parcs éoliens, etc. Attention, ne sous-estimons pas, justement parce qu'ils ont la puissance économique, parce qu'ils sont en avance sur les voitures électriques et sur plein de technologies, ne sous-estimez pas l'investissement dans l'économie verte des États-Unis. En tout cas, c'est le cliché qu'on peut avoir et que moi j'ai un peu en tête quand je pense à ça. Je me dis bon... Et moi, j'avoue, moi je suis entre les deux. En fait, je sais pas du tout. Je me doute que les Chinois étant les plus exemplaires on suit une certaine image, mais dans la réalité, effectivement, comme tu dis, il y a des États-Unis, et donc on sait qu'il y a déjà des universitaires, et on sait qu'il y a des projets qui peuvent être mis en place. Donc je me doute qu'il doit y avoir un peu de vert. Après, la proportion, je ne sais pas si elle est vraie ou pas. Ce qu'il faut savoir, en tout cas, un petit détail d'édition qu'on n'a pas dans l'édition française, chaque carte, normalement, avait un petit QR code dans lequel, du coup, chaque carte avait le droit à une petite page internet avec des informations. Je ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Est-ce que ça renvoie à quelque chose d'universitaire? Ça peut renvoyer à des articles universitaires sur le sujet? Je ne sais pas du tout. Okay. Mais il y avait en tout cas cette volonté de dire que chaque carte était expliquée. Et important de savoir que nous n'avons pas joué avec ce dispositif. Donc tout ce que l'on va dire là est un retour d'une partie dans lequel ce dispositif, nous ne l'avons pas utilisé. Donc si d'autres informations sont présentes dans ce dispositif, excusez-nous, nous ne savons pas. Voilà, nous avons joué avec le matériel du jeu disponible. Je voudrais revenir quand même à François. Donc tu disais, tu commences avec des énergies vertes, des énergies fossiles. Il y avait quand même plus d'énergie fossile que d'énergie verte ou pas? Oui, clairement, j'avais... je devais avoir 11 ou 14 énergies. Non, pardon, je confonds avec les... j'avais 8 énergies en gros, et dont 2 vertes. Ok. J'avais 6. T'avais 6, 4 dont 2 vertes. Oui. Parce que je vois les cartes devant moi. Ça, c'est très étonnant. Quand on sait quand même la production de gaz de schiste des Américains... C'est pour ça, tu vois, que je te disais ça. Oui, il y a quand même quelque chose... On a cette image-là. Au niveau des émissions, donc c'est-à-dire toutes les émissions de carbone que le jeu renvoie, donc j'étais à 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bon, là sur le papier ça me semblait pas énorme par rapport à la taille de notre plaquette, parce qu'on avait 30 places, si je dis pas de bêtises quasiment. Bonne question. Toi t'en avais au moins 17 en bas. Alors moi j'étais à 25 noirs. 25 en tout en comptant les 2 lignes. Ouais. Alors en fait ce qu'il faut voir c'est... Donc juste pour dire, il y a sur la feuille de personnage de chaque état, de chaque puissance, il y a des jetons verts qui représentent l'énergie verte produite. Et il y a des jetons noirs qui représentent en fait les émissions de gaz à effet de serre fossiles. Par exemple, je vous donne un exemple, chers auditeurs, auditrices, pour que vous représentiez. Imaginez que vous ayez 3 productions vertes, ça veut dire que vous produisez l'équivalent de 3 jetons de trucs d'énergie verte. Et inversement, si vous avez 8 trucs noirs, ça veut dire que vous produisez de l'énergie à l'aide des énergies fossiles. Ça veut dire que vous avez 8 noirs contre 3 verts. Et dans les noirs, en fait, il y en a qui correspondent juste à l'énergie, genre des usines thermiques ou des choses bovins, comme ça. Les à voitures. Côté de ça, il y a des images de voitures, de bovins, de transport, l'agriculture, d'usines. Et donc, du coup, ça représente... en gros, comment la situation économique du pays, en fait. Voilà. Et il faut savoir justement qu'il y a plusieurs sources d'émissions de gaz à effet de serre. On les a quasiment nommées. Là, toutes, les majoritaires, c'est bien sûr l'agriculture, qui est très souvent oublié d'ailleurs quand on parle des émissions. Tout le monde pense aux bagnoles, tout le monde pense au logement, évidemment le chauffage dans le logement, etc. Peu de gens pensent aux usines, on les occulte assez facilement, étrangement, mais les usines évidemment polluent, les bovins et bien sûr la production énergétique liée à l'extraction des matières fossiles qui nous servent en fait à produire l'énergie, donc le pétrole, le gaz, n'oublions pas le gaz. Voilà. Donc on a des pions noirs qui symbolisent la mauvaise
d'énergie, et des pions verts qui symbolisent la bonne énergie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que à la fin de chaque tour, on fait la somme de tous les noirs, de tous les pions noirs autour de la table, ce qui nous donne la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre émises. Et si la Terre, à travers ses arbres, ses forêts, ses rivières, ses eaux, est capable d'absorber les quantités émises, on a plus ou moins gagné, on va dire. Ouais, mais on finit le tour et on gagne. Le problème, c'est que c'est jamais le cas. C'est-à-dire qu'au début, on produit beaucoup plus que la Terre ne peut en absorber, évidemment, et c'est tout le problème du réchauffement, du dérèglement climatique. Bon. Donc voilà, je pense que ça va, la présentation, ça va comme ça ouais. Il y a d'autres aspects, mais vas-y, je sais pas où tu veux nous amener. Donc. États-Unis. Donc, est-ce qu'on a fini sur tes sensations de départ, François ? Je voudrais juste revenir à ça. Oui, après, au tout début, quand Jérémy nous a présenté le jeu et les plaquettes, c'était compliqué de se représenter vraiment où on allait, ne connaissant pas le jeu, et on avait quelques cartes en main. Voilà, mon sentiment, c'est qu'on ne sait pas trop où on va au premier tour. Donc on tâtonne, et c'est au bout vraiment du deuxième, troisième tour où on commence à voir les points forts, les points faibles de ce qu'on a fait, des cartes qu'on a jouées, et de se dire qu'on est plus ou moins mal barré. Très bien. Donc premier sentiment un peu de flou. Quand je compare premier mes émissions tour, par rapport au tien ou à Flavie, j'étais en mode ça va. Tout va bien. Et au quatrième jour, j'ai fait ça va pas. Flavie, tu jouais la Chine. Quelle est ta sensation au départ ? Alors moi, j'ai regardé le nombre de plaquettes noires que j'avais là. J'ai fait « Oh, mazette !» Donc tu mettais combien de jetons noirs par tour ? Je sais plus combien il y en avait, une vingtaine ? Une vingtaine, je pense. 22. Moi, j'en avais regardé 25. Ça, et j'avais énormément de gens. Enfin, tu sais, il y a des petites maisons et j'avais plein de gens. Et j'étais là, oh, mais je dois produire à fond. Et je regarde. Alors, ça, faut expliquer les maisons. Oui, en fait. Pourquoi tu devais produire à fond ? Il y a des maisons, en fait. Il y a un petit symbole maison que tu avances. Les habitants, en fait. Ils sont les habitants. Et donc, d'habitants. il faut pouvoir produire assez d'énergie pour chaque habitant. Parce que sinon, ensuite, on va développer des habitants mécontents qui vont nous amener à perdre le jeu s'il y en a trop. Donc là, je regarde, je fais je suis déjà dans le caca au début du jeu parce que j'avais déjà pas assez d'émissions d'énergie par nombre d'habitants. Donc j'étais là, ok. Donc là, je vois mon truc, je fais bon. Là, il va falloir temporiser. De toute façon, il va y avoir des gens mécontents parce qu'il fallait aussi... J'avais rien dans le social, j'avais pas de structure sociale, pas de structure écologique et pas d'infrastructure, qui sont des choses qu'on va pouvoir créer pendant le jeu, qui vont pouvoir nous aider à rendre... Contre les crises. Des boucliers anti-crise. Surtout pour nous aider à gérer la crise, mais aussi les crises de population, qui, moi, sont celles qui commencent à me faire flipper dès le début. Et donc, moi, je me dis, bon, on va temporiser. Là, la première chose qu'il faut que je fasse, c'est... baisser le nombre de plaquettes marron foncé. Ce qui veut dire que pour l'instant, je suis navrée pour ma population, je les rendrai heureux plus tard, mais là, en fait, je vais les entasser dans des usines vertes pour qu'ils produisent assez d'énergie pour tout le monde. Et plus tard, on fera une merveilleuse république socialiste qui sera vraiment socialiste. Donc là, je me dis, ok, donc je regarde mes cartes du haut, et je dis, ok, là, je peux donner de l'énergie à d'autres gens. Que dalle, j'en ai besoin. Donc, je me dis, c'est pas cette stratégie-là que je vais prendre. Et je me dis, bon, là, pour l'instant, mon premier tour, je me dis, là, il va falloir que je fasse baisser les plaquettes énergie. Et ensuite, là, j'ai plein de plaquettes de production. J'ai des usines à gogo. Il faut que je me chope de quoi faire baisser les usines. Donc là, je regarde et je dis à Jérémy, comment qu'on fait baisser les machins là où il y a des dessins ? Et il me dit, écoute, faut que tu les usines noires. Essayez de préciser toujours la couleur des plaquettes dont vous parlez. Les usines noires. Et il me dit, là, faut trouver des cartes qui permettent d'avoir de défausser des cartes pour défausser des usines noires. En gros, il me dit, il faut que tu aies des cartes où il y a les cartes, les cartes barrées. Et là, je fais, ok. Donc là, ma stratégie était claire. J'avais 2 stratégies au début. Ma stratégie, j'ai un truc... je suis désolé Flavie, je vais t'interrompre. En fait, je voulais savoir quelle était ta sensation au départ. Tu l'as très bien fournie, c'est-à-dire que tu avais la sensation d'avoir trop d'habitants et trop de demandes énergétiques par rapport à... On va revenir sur les détails, mais parce qu'on n'a pas expliqué le système de jeu, donc ce que tu dis, c'est opaque au possible. Pardon. On va expliquer le système de jeu et on reviendra ensuite sur comment tu as résolu. Mais ce que je veux, c'était ta sensation de départ. Moi, j'avais la sensation qu'au début, tu te disais, ok, j'ai beaucoup de population, donc je vais devoir produire beaucoup d'énergie. Le problème, c'est que c'est très sale, quoi. C'est ça que tu t'es dit au départ. Ouais, là, je me dis, c'est très sale. Et là, je vais être dans la daube parce que non seulement c'est sale, mais malgré le fait que ce soit sale, je ne produis pas assez, donc je vais avoir plein de gens mécontents. Voilà. Et à ce moment-là, je regarde les États-Unis. Ouais.
et j'ai juste envie Tout le de monde lancer regarde ma les godasse à la gueule. Et à ce moment-là, je regarde le monde majoritaire et je me dis ah, il y a pire, on est foutus. Donc moi, effectivement, ma sensation en tant que monde majoritaire, c'est que j'ai énormément de tuiles noires dont il faut que je me débarrasse en fait. Donc j'ai des problèmes parce que je produis énormément d'agriculture, donc c'est très polluant. J'ai énormément d'usines parce que vous, les pays riches, vous avez choisi de délocaliser toutes vos merdes dans mon Et chez moi, dans mon chez Lebensraum. Donc tout est chez moi en fait. Même vos vieilles bagnoles qui ne roulent plus chez vous, qui ne passent plus le contrôle technique, vous me les avez envoyées. Donc en gros, j'ai toutes vos poubelles. J'ai même une case. J'ai même un jeton poubelle. J'en ai un aussi, j'ai jamais trouvé comment on en a tous. Ok, tu vois, je pensais que c'était exclusif parce que franchement, ça convenait assez bien au pour monde le majoritaire. ils auraient même pu en mettre 2. Hein, je pense. Franchement, ils auraient pu en mettre 3. Donc voilà, donc en gros, j'ai tous vos déchets. Donc moi, je produis énormément mes émissions à effet de serre sont égales à... Enfin, mes émissions de dioxyde de carbone sont égales à 25. On rappelle que François, c'était combien de tuiles noires au départ, toi C'est 8, je crois. 16 11. Ah oui, parce que je crois que c'est 22. Flavie est à 22, je suis à 25. Et l'Europe, Jérémy, t'es à combien 17. Donc, on voit un peu les proportions d'émissions. D'accord. Donc, ça, c'est un premier élément. Donc, moi, j'ai vraiment... Moi, j'ai l'émission... Et c'est 16 pour les États-Unis, pardon. Et surtout, je n'ai aucune énergie renouvelable, ou presque pas de verre. Donc, je vais devoir tout construire. Moi, je pars vraiment, pour le coup, de zéro. Est-ce que... Parce que tu commences aussi avec des communautés en crise. Ah, j'avais pas fait attention à ça. Ok, du coup, ça t'a pas stressé. Non, ça m'a pas stressé. Parce que t'étais le seul... Enfin, la Chine, on a... une communauté en crise, nous on n'a pas en tant qu'États-Unis et Europe. Alors faut expliquer ce que c'est les communautés en crise parce qu'on en a pas, on a dit des habitants mécontents. Ce sont des communautés en crise. C'est ça. C'est pas un habitant mécontent. Quand tu n'arrives pas à produire suffisamment d'énergie pour satisfaire les besoins de ta population, tu engendres un jeton communauté en crise, sachant que sur chaque plaquette de chaque joueur, il y a en tout 7 et 5, 12 communautés en crise possibles. Quand les 12 sont remplis, quels que soient les 12 remplis, c'est-à-dire que si la Chine a 12 communautés en crise, la partie est perdue pour tout le monde. C'est valable aussi pour les States. Si les États-Unis ont 12 communautés, c'est perdu. Si l'Europe a 12 communautés, c'est perdu. Donc le moindre joueur qui mécontente 12 de ces communautés perd. Donc, sachant qu'il suffit juste... Fait perdre tout le monde, c'est ça. Fait perdre tout le monde, pardon, excusez-moi. Ouais, fait perdre tout le monde, c'est très important. Donc, nous deux, avec Flavie, on est les seuls à commencer avec déjà des jetons communautés en crise. D'accord, ok, très bien. Donc, on est déjà... En fait, nos populations sont déjà mécontentes de l'état du monde. Bah oui, et je comprends, hein, vu le nombre d'usines à côté desquelles ils vivent. Moi, je serais pas contente non plus. C'est évident. Voilà. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que... Donc, et là, je finis mon explication avec ça. Quand à la fin du tour, on compte le nombre d'émissions faites. Donc s'il ne se passe rien, comptez déjà, on a 8 pour les États-Unis, 17 pour l'Europe. Ah non, il y a 16 pour les États-Unis. 17 pour l'Europe. 22. Attends, je vais faire le calcul quand même. Et 25 pour toi. Ouais, 25 pour moi, c'est ça. Donc ça fait 13, 15, 20, je fais le calcul en live. On est à 60 tout pile, on sera à 60 tout pile. Et ben c'est possible pour l'équilibrage du jeu. Il a dû calculer, ça fait 60 tout pile. Sûrement. Et bah ouais. Donc on est à 60 émissions de gaz à effet de serre s'il ne se passe rien. Se passe rien. Et ça, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Plus on entasse des jetons noirs à la fin de la partie, enfin à la fin du tour, pardon, on a 6 tours de jeu, plus on entasse des jetons noirs, des pions noirs, plus on déclenche des crises, et plus on a des problèmes qui arrivent, de la malnutrition, des arbres qui disparaissent, des poissons qui s'arrêtent, et qui du coup ne peuvent plus absorber le dioxyde de carbone, etc. etc. Je passe les détails, hein. Mais en gros, on est poussé en tant que joueur à diminuer très rapidement nos émissions de gaz à effet de serre pour limiter les crises d'abord. Temporiser les crises qui nous retirent encore une fois du tampon, de l'absorption de dioxyde de carbone. Donc ça va être, dans un premier temps, ça va être ça qu'on va chercher à faire. Et pour ce faire, et j'en finis avec ça, on a des projets qu'on peut mener. Et ces projets, ce sont les cartes que chaque joueur pioche. Au début, chaque joueur pioche 6 cartes, donc il peut mener 6 projets.
5 cartes. Oui. Ah ouais, je croyais que c'était 6 au départ. Ok, donc au début, on pioche 5 cartes. Puis par la suite, en fonction des crises et des différents malus qu'on va récupérer avec nos les échecs, communautés en crise, les communautés en crise notamment, on va perdre de nombre de cartes en main. Des projets vont nous faire piocher des cartes. Et c'est là qu'il y a une dimension un peu deck building. C'est-à-dire que ce qu'on met en face de la feuille de personnage, ce sont des capacités. Par exemple, on a dit à un moment donné, il y avait une carte qui faisait un peu ponder, comme on dit dans Magic. C'est-à-dire qu'on garde les 3 cartes du dessus, on en choisit une, on la garde en main. On va avoir des cartes carrément. Moi, j'avais Ancestral Recall, je piochais 3 cartes par tour. Et les cartes sont complètement déséquilibrées. Il y a des cartes qui sont excellentes, il y a des cartes qui sont moins bonnes, il y a des cartes qui sont excellentes pour certaines populations, mais pas pour d'autres, sous certaines conditions et pas pour d'autres, etc. Donc, si je résume en fait ce que le jeu nous propose de faire, le jeu nous propose en tant que joueur d'incarner une puissance mondiale en proie au réchauffement climatique qui doit mener des projets pour limiter les quantités de dioxyde de carbone que sa population, que cette puissance émet, afin d'empêcher tout simplement la planète d'être détruite et d'atteindre ce fameux daybreak. Je crois que tu as bien résumé. Donc voilà, il faut tout expliquer et maintenant on va pouvoir débriefer. Oui, parce que mine de rien, ça fait quand même beaucoup d'éléments. Ça fait beaucoup d'éléments, mais comprenez qu'il y a chacun a des pions noirs. On doit d'abord éradiquer les pions noirs qu'il y a sur notre feuille de perso, parce que si on les laisse fin de tour, on prend les crises en fonction du nombre de pions noirs qui sont libérés. Plus il y a de pions noirs, plus on prend de crises, etc. Et on mène des projets pour verdir sa production énergétique et pour limiter les crises. Et on a des boucliers, par exemple, on a des projets qui vont nous servir de boucliers anti-crise. On a 3 types de boucliers anti-crise, le social, l'écologique et l'infrastructurel. Par exemple, s'il y a des tempêtes et qu'on a des boucliers infrastructurels, la crise tempête nous fait moins mal. Si on a une crise, par exemple, écologique et qu'on a des boucliers écologiques, ça nous fait moins mal. Si c'est socialement que la crise arrive, et ben, si on a des boucliers sociaux, ça nous fait moins mal. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, on revient sur l'Europe. Quelle était ta sensation, toi, au début Moi, c'était votre première partie, c'est moi qui ai présenté le jeu, donc c'est ma 5e partie. Donc je sais que l'Europe, c'est peut-être le plateau le plus facile. Alors pourquoi tu dis ça ? Déjà parce que j'aimais pas beaucoup d'énergie, il y a juste effectivement les États-Unis qui en aimaient un peu plus, mais j'ai un bouclier dans chaque type de bouclier, c'est-à-dire j'ai un bouclier social, écologique et infrastructurel. Donc quelque part, mon premier tour, je sais que je suis pas en galère. La crise ne va pas te toucher en premier. En tout cas, j'ai déjà une certaine forme de sécurité dans tous les domaines. Même les États-Unis, qui certes émettent un peu moins, ils n'ont pas de bouclier social. Il suffit juste d'un mauvais tirage de crise, et du coup, ils sont plus dans la merde. Moi, du coup, je sais dire, même si je pioche une crise sociale, j'ai une forme de protection parce que j'ai un bouclier social. Donc là, tu vois, il y a quand même un jugement de la part des Américains, on en parlait tout à l'heure, François, qui est que les États-Unis ont certes des infrastructures, certes... Mais la sécu, on ne connaît pas. Voilà, c'est ça. Donc, ils disent l'Europe est mieux équipée dans un premier temps pour être résiliente face aux crises qu'engendrera le réchauffement climatique. Premier propos politique à travers même le dispositif et la mise en place du jeu. C'est comme ça que je l'interprète. Mais c'est comme ça qu'il faut l'interpréter. Il n'y a pas d'autre interprétation possible. Bah, certains te diraient peut-être, oui, mais du coup, tu émets un ou deux énergies en plus. J'ai pas à calculer l'équilibrage. Du point de vue des boucliers, je veux dire, c'est ça que ça veut dire. Au niveau des boucliers, carrément. Et toi, en Chine, tu commences comment, Fly, avec les boucliers ? En Chine, j'ai pas t'as pas en écologie. Hein. T'as 2 boucliers quand même. J'ai social et infrastructure. En fait, tout le monde a 2 boucliers, sauf l'Europe qui en a 3. Ouais. Et c'est là que moi j'ai fait une erreur de jeu au premier tour, j'estime. C'est-à-dire que moi je me suis dit, ok, je vais essayer de barder. Déjà, il fallait que je rattrape du retard sur les maisons parce que j'avais pas assez pour produire assez pour ma population. Donc déjà, je commence à produire du coup de l'énergie verte avec de les usines nucléaires. Je rigole, on en reparlera. Et puis je prépare mon tour d'après. Je me dis, ok, je vais préparer ce qu'il faut pour pouvoir commencer à enlever des tuiles marron en termes d'énergie. Sauf que je n'ai pas du tout pensé, en fait, parce que je savais pas à quoi ça servait. Donc j'ai pas du tout pensé à me mettre des boucliers alors que j'avais une carte pour le faire.
D'accord. Et en fait, j'avoue que le premier tour, en fait, j'étais un peu submergée à essayer de comprendre ce qu'il y avait. Il y avait une putain de symbole que je n'ai réussi à comprendre qu'à partir du tour 3. Donc j'ai passé pendant 3 tours mon temps à regarder Jérémy en mode je comprends pas. C'était quoi le symbole en question? C'est à la une maison sorte plus de- 1. Une maison avec plus 1. Non, c'est Non. l'Astérix en fait. L'Astérix, je comprenais pas. Et en fait, ça correspondait au bouclier. À l'ensemble des cartes noires qu'on parle, des petits pions noirs qu'on parle. Ah, d'accord. C'est que en fait, c'est un joker de bouclier. Tu pouvais choisir n'importe quel bouclier. Oui, effectivement, là aussi, Ouais, un joker de bouclier. bouclier, mais au début, comme les boucliers, je comprenais pas. Alors j'ai beaucoup mieux compris parce que au tour 1, genre, je me suis fait défoncer. Ouais, tu t'es fait défoncer. Au tour 1 au niveau des crises. Et comme j'avais pas de bouclier, que c'est tombé pile sur les boucliers que j'avais pas, je me suis ramassée à mort de communautés en crise. Et là j'ai fait ah, c'est à ça que ça sert les boucliers. Ça sert à quelque chose. Ah, j'aurais dû en prendre un ou deux. C'est ballot. Voilà. Les boucliers servent donc à se défendre des crises. Le problème, c'est que quiconque bâtit un bouclier pour se défendre des crises ne défausse pas ses cartes et ne dépense pas ses ressources pour stabiliser ses énergies. Ouais, mais du coup, là, comme j'étais rentrée dans cette tu sais, j'avais vraiment établi en 3 tours mon truc. En fait, je me suis dit, ok, ma stratégie, elle est établie sur 3 tours. J'avais prévu d'avoir des communautés en crise. Je pensais pas autant avec les. Je me suis dit, bon, on va garder cette stratégie. Je vais essayer de me faire un petit bouclier en plus malgré tout. Mais j'ai gardé ma stratégie en fait. Et au final, c'était pas si mal. Je me suis dit, bon, mes communautés en crise, je vais compter sur l'Europe qui est un peu gentille et sur les États-Unis pour venir chez moi avec des ONU. Avec l'ONU et puis pour m'aider avec mes communautés. Effectivement, l'Europe, une des forces de l'Europe, c'est qu'elle a des cartes de départ qui peuvent aider d'autres régions du monde. Donc du coup, l'intérêt de l'Europe, c'est vraiment dire, pense pas que à toi, puisque toi t'es en avance et les autres galèrent un peu, enfin pas tous, mais certains sont en situation, en effet ça peut être plus de galère, et ben à toi de faire ta part aussi pour ramasser un peu cette galère. Très bien. C'est là où le jeu est rigolo, parce que je pense qu'il y a... Enfin, moi, au tout début, je sais que les 2 premiers tours, j'ai été très concentré sur ma tronche et j'ai pas du tout pensé à vous. En fait, j'ai même à un moment donné caché des cartes. En fait, on commence avec 5 cartes révélées, ça, on l'a peut-être pas dit. J'ai même caché des cartes qui me permettaient de vous aider en me disant bah non, je vais poser une carte par-dessus qui va me faire piocher une carte de plus à chaque tour. Donc c'est vrai que tu vois, sur les premiers tours, j'ai pas du tout pensé à vos têtes. Alors, et ça a été total full chacun sa tronche. Pour ta défense, je pense que c'est le but du jeu. Je pense que l'objectif du premier tour du jeu est de te faire sentir ça. T'es d'accord avec moi, François ? Je pense aussi, ouais. Tu vois, je m'étais noté, je pense qu'il y a 2 façons de jouer au jeu, où tu te la joues auto-centrée et advienne que pourra, et comme a dit Flavie tout à l'heure, ça va, il y a pire que moi, donc c'est pas de ma faute. Ou alors, on fait comme Jérémy l'a dit, je pense que c'est la meilleure manière de jouer et de gagner, on essaie de penser collectif dès le départ, mais je pense que le premier tour du jeu, en tout cas quand tu connais pas le jeu, c'est chacun sa tête. Effectivement, c'est votre première partie. J'ai eu aussi ma première partie. Il y a beaucoup d'informations. Donc c'est normal qu'au départ, on veut jouer au plus simple et donc déjà dire bon, qu'est-ce que je peux faire pour moi avant de dire qu'est-ce que je peux faire pour les autres. C'est pour ça aussi que commencer en tant qu'Europe où je pouvais vous aider, je savais que du coup que l'Europe, je pourrais au moins bien le jouer. En tout cas, j'ai essayé, j'ai pas toujours réussi, mais il y a des moments quand même, ça a été clé. De dire bon, là, il faut que j'aide mes camarades. Parce que dans une première partie, t'as pas envie de dire j'ai réglé les problèmes des autres. Non, déjà, il faut que j'essaye de comprendre comment fonctionne tout ça pour trouver un petit peu mon moteur de jeu avec mes cartes. On parle de deck building, donc il faut qu'on ait son petit moteur tranquille pour se dire là j'ai mon moteur, maintenant je peux penser de manière un peu plus globale. Je pense que l'idée du jeu est peut-être là. Et dans une première partie, il a plein d'icônes. On a une carte recto verso qui représente toutes les icônes. Donc on est vraiment piégé par les icônes. On est aspiré par les pictos. Donc on est aspiré là-dessus. Par contre, si franchement on avait joué tous chacun pour notre pomme jusqu'à la fin de la partie, bah on était mort parce que c'est toi qui on n'aurait pas gagné la partie. Donc spoiler, on a fait une partie, on a gagné la partie. Mais ça s'est joué effectivement sur l'idée de dire ah oui, mais au bout d'un moment, il y a eu une aide qui a été faite. Si cette aide n'avait pas été faite, la partie était perdue. Alors moi ce qui je pense dans le game design va dans le sens du chacun pour soi au départ dans la première, c'est cette phase, la première phase s'appelle la phase globale, mais la phase globale la première fois qu'on la joue se passe autour de la table dans l'explication des règles. Donc on se rend pas compte de l'impact de cette phase globale en réalité. Effectivement, on demande tout de suite de comprendre la globalité du jeu alors que t'as pas fait un tour. Donc on peut pas, on est dans le brouillard.
Par contre, la deuxième phase s'appelle la phase locale. Qu'est-ce que ça veut dire, la phase locale ? Ça veut dire chaque puissance prend des décisions locales au sein de son organisation, au sein de son pays, au sein de ses pays, de ses États, etc. Et donc, du coup, c'est normal que chaque joueur soit dans une situation où il réfléchit, mais d'abord, qu'est-ce que je peux faire pour ma population ? Ce que Flavie décrivait très bien au départ avec la Chine, en disant, mais attendez là, d'abord, je dois contenter ma population. Ensuite, on verra ce que je peux vous donner à vous, l'international. Donc ça, c'est normal. Donc chacun, en fait, s'occupe de ses petites affaires, fait ses petits trucs, et je pense que c'est vraiment voulu. C'est voulu parce que ça singe, en fait, tout simplement les intérêts nationaux. Ça singe, en fait, les intérêts des puissances. D'abord, on pense à soi, et après, on verra bien, advienne que pourra. Donc ça singe aussi, ça émule aussi, ça tend à... comment on pourrait dire ? Émuler en fait tout simplement les réalités de la diplomatie internationale. C'est-à-dire que chacun défend d'abord et avant tout ses propres intérêts. Et ensuite, on va voir ce qu'on peut faire. Et comment on peut réfléchir collectivement, organiser des COP, etc. Mais d'abord, chacun voit... Si tout le monde est d'accord, déjà on peut penser de manière globale. Voilà, exactement. Donc, phase locale, la règle semble le prévoir. Donc, on a eu tous cette sensation. Moi, je suis entièrement d'accord avec vous là-dessus. Oui, on a une sensation d'être complètement submergé au début par la dose d'informations à retenir, où tu es là, oh là là, je sais pas, je suis en train... Là, à un moment, je me suis littéralement dit, ok, je vais faire des choix, je vais faire des erreurs. Oui, il faut l'accepter et je pense que même en tant que dirigeant d'un pays ou d'une puissance, en tant que gouvernement, tu dois accepter aussi de faire des mécontentements, de faire des erreurs, de faire des choix parfois. En plus, je trouve ça vachement cohérent avec un autre truc, c'est que au tout départ, dans les années 70, les États n'étaient pas conscients du problème du réchauffement climatique. En fait, pour moi, le premier tour de jeu, on est dans les années 70 en fait. C'est le moment... Ouais. Ah bah oui. C'est-à-dire on joue en fait ce moment où on est entre 70 et on va dire entre les années 70 et les années 80, le moment où il commence à y avoir des théoriciens qui commencent à dire oui, en fait les ressources ne sont pas infinies et donc il va y avoir un problème par rapport à ça. Et seules les grandes entreprises commencent à en prendre conscience, etc. Et on est dans des phases décisives. Et c'est en fait, chaque tour correspondrait à 10 ans. Oui, je pense. Moi, je pense, s'il fallait, tu vois, faire un peu comme Fitna, une espèce de... je pense que... De chronologie, du temps, du jeu, je ne sais pas, peut-être. Peut-être. Je sais même pas s'ils en parlent dans les règles. J'ai lu la règle, mais je pense pas. Mais je pense pas. De toute façon, ils sont pas là pour faire comme Fitna, une espèce de production d'une... Oui, c'est pas une simulation. C'est pas une simulation. Pour moi, ce jeu, il sert de mise en garde, d'alerte. Il est là pour alerter des joueurs, pour parler d'un sujet en fait et préparer les joueurs à la coopération en fait, tout simplement, parce qu'on ne résoudra pas le problème du réchauffement climatique sans la coopération. C'est un peu comme le jeu de l'île ou le jeu du village, tu sais, dont j'avais déjà parlé, dans lequel donc à un moment donné, chaque joueur, donc ça se joue dans une grande maison. On a des communautés en fait, on va avoir 10 joueurs par pièce, mais tu as une maison avec 6 pièces isolées. Chaque communauté, il y a 10 joueurs dans chaque pièce et chaque joueur a des ressources, chaque communauté a des ressources, etc. Et en fait, le jeu prévoit la destruction et la mort de chacune des communautés si à un moment donné, il n'y a pas des échanges gratuits qui sont faits. C'est-à-dire si à un moment donné, il n'y a pas une communauté qui décide par altruisme en fait de donner à une autre. Si on se contente de faire des échanges économiques, on meurt. Donc voilà, c'est des expériences comme ça sociales qui mènent en fait à l'idée qu'il faut de toute façon coopérer, voire même avoir un total altruisme et donner à un moment donné, sans attendre rien du tout en échange. Bref, donc là ici on a un jeu typiquement de cette nature-là en fait, dont c'est le propos. Ensuite, après la phase locale, on a la phase des émissions. Donc c'est là qu'on va se retourner les uns vers les autres et dire « Ah, tu pollues à combien toi Flavie là Ah, tu pollues à 25. » Enfin, non, c'était moi qui polluais à 25. C'était moi. Premier tour, je crois que j'ai pollué à 25. Ah oui, j'ai pollué à 22, moi, au max aussi. Parce qu'en fait, le problème du monde majoritaire, c'est qu'il commence avec la blinde, comme vous l'avez constaté, la blinde et c'est pas, en fait, c'est vachement dépendant des projets qu'on va piocher. Vous savez, on pioche 5 cartes, et en fonction des projets, il y a des projets qui t'éliminent directement du noir, donc des énergies fossiles. Il y a des projets qui te disent, non, t'as le droit d'éliminer un pion noir, enfin un jeton noir par tour, mais c'est limité à la quantité, par exemple, de ton réseau électrique, à la quantité des lois environnementales que tu as prises, etc. Donc, en fait, en fonction des cartes que tu pioches, les parties, elles peuvent être différentes aussi. Oui, oui, surtout au départ.
Parce que on a aussi des moteurs de pioche et on a dû faire l'équivalent de 2 tours de paquet à 4 joueurs. C'est-à-dire qu'on a vidé la pioche, on a pris la défausse pour faire une nouvelle pioche. Donc il y a quand même des types de cartes qui sont très semblables. On a beaucoup de cartes qui permettent de piocher, on a beaucoup de cartes qui permettent de donner de l'énergie verte, et plus on a de symboles identiques, par exemple, je prends le symbole nucléaire, tu as 4 symboles nucléaires, tu produis 2 énergies vertes par symbole nucléaire, pouf, tu passes à 8. Donc ton moteur d'énergie verte, c'est cool. Oui, c'est bien, mais derrière, il faut aussi enlever les énergies noires. Des fois, on demande d'enlever des énergies noires, mais des fois, en contrepartie, on demande, oui, mais t'as besoin d'en énergie, donc grosso modo, l'équivalent de la petite maison, qui augmente en disant, ok, tu augmentes de 1, mais t'enlèves un petit pion noir en contrepartie. Ouais, moi c'est pour ça que mes demandes elles ont explosé, c'est parce que j'ai voulu retirer, c'était mon seul moteur pour retirer les énergies noires. Et au bout du compte, le début ça peut être très différent, mais au bout d'un moment tu tombes sur les mêmes types mécaniques de moteur, c'est-à-dire que t'as pas 36 000 manières de régler le problème. Tu veux de l'énergie électrique propre, ok, tu peux en avoir, mais du coup, tu as besoin de l'énergie. Donc tu veux des voitures électriques, ok, mais il faut de l'énergie supplémentaire, donc ta demande en énergie va être plus importante. Tu veux des trains électriques, pareil, hop, c'est une demande en énergie. Par contre, bien sûr, tu vas avoir moins de pollution de voitures, parce qu'il y a plus de gens qui vont prendre les transports en commun ou des voitures électriques. Ce que je trouve génial, c'est que chaque carte locale, chaque projet raconte une histoire en fait. Et c'est vachement bien fait, cette alliance de Picto et de... Ça, tu l'as ressenti dans ta première partie? Tout le monde l'a ressenti à sa première partie? Parce que moi, j'avoue, alors peut-être parce que je l'ai fait en solo aussi dans mon coin, je ne voyais que les pictos, je savais même pas ce que je faisais quand je jouais ma première partie. Ouais, j'avais mon moteur de jeu en disant, ouais, ok, j'ai mon énergie verte, j'enlève mes énergies noires, ok, j'ai gagné la partie. Mais je comprenais pas, enfin, je comprenais mécaniquement dans le jeu pourquoi j'ai gagné la partie, mais l'histoire du jeu, je serais incapable de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir gagné la partie? Est-ce que j'ai fait à fond l'éolien, à fond le panneau solaire ou autre chose? Non, j'avais tellement les symboles en tête que je savais même pas à quoi les symboles correspondaient. J'ai exactement le même sentiment que toi. J'ai commencé à lire le titre de mes cartes. On était au tour 4. Ah ouais, alors que moi, c'est ce qui m'a permis de comprendre le jeu. Et effectivement, si tu lis les cartes... Ouais. Vas-y. En fait, mais ça, c'est la joueuse de Magic qui kiffe le lore, qui dit ça. C'est juste que moi, pour comprendre les règles d'un univers, j'ai besoin de comprendre l'univers, en fait. Pour comprendre les règles d'un jeu, j'ai besoin de comprendre les règles de l'univers. Donc, en fait, pour pouvoir comprendre les cartes, j'ai tout lu. C'est pour ça que, d'ailleurs, mon premier tour, il a été hyper long, parce que j'avais besoin de me projeter sur ce que je faisais dans les cartes. Et du coup... C'était rigolo parce que moi, des fois, quand je faisais des trucs, je culpabilisais. Je disais, je suis désolée, population. Et c'est pour ça, à la fin, je vous ai dit, mais non, il faut faire le tour 6. Je leur en ai fait baver des ronds de chapeau, mais je me transforme en communauté socialiste. À partir du tour 6, je résous tous leurs problèmes. Et vraiment, enfin, moi, j'avais vraiment cette idée-là. Genre, je savais où j'allais, je mettais en place... des projets, beaucoup de projets nucléaires malheureusement. À chaque fois que je supprimais tout, je disais cette usine-là n'embauchera plus jamais mes enfants pour pouvoir produire chez nous. Enfin, vraiment, j'étais à fond moi sur. Fait un jeu de rôle quoi. Ouais, moi j'étais à fond. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a pas mal de cartes. Je vais pas regarder pour toutes les cartes, mais si tu lis vraiment le nom de la carte et l'effet de la carte, tu comprends la logique qu'il y a derrière. C'est-à-dire que des fois, tu vois l'effet, je comprends pas trop. Mais si tu lis la carte, tu fais, bah oui, c'est logique en fait qu'elle soit designée comme ça. C'est pour ça que Flavie a réussi à se projeter directement dans les premiers tours. Alors que moi, j'ai fait comme ça, j'ai vraiment regardé que les pictogrammes et les bonus, les malus, etc. que ça me permettait de faire. Et je me suis pas du tout concentré sur les cartes. Et c'est peut-être pour ça que j'ai manqué de plan à long terme. Mais que moi, j'ai vraiment joué au tour par tour. À part arriver au tour 3 où j'ai commencé à me dire, putain, tour 4, il me faut telle carte, sinon c'est la sauce. Et au final, ça a fini comme ça, de toute façon. En fait, je pense que ça va vraiment dépendre de ton esprit de joueur, en fonction de si t'es effectivement ludiste. Tu vois, les pictos, les points gagnés, les points perdus, les enjeux ludiques. Ou alors, si t'es plutôt dans la narration, si t'es plutôt narratif et que tu vois l'histoire que ça raconte. Et moi, je suis complètement comme Flavie. C'est-à-dire que sans me raconter l'histoire, en fait, je n'aurais pas pu... Alors, à part pour le moteur de pioche, en fait, ce qui est très rigolo, c'est que ça dépendait des cartes, en réalité. Les lois... les points violets, c'est quoi déjà? Social. Le social. Voilà, les lois, le social et l'argent, je ne me racontais pas l'histoire.
C'est-à-dire qu'en fait, ça ne me parlait pas d'un point de vue narratif. Je voyais que les pictos. Moi, en fait, je suis un peu entre vous parce que sur certaines cartes, je voyais les pictos et sur d'autres... Par exemple, mon moteur de pioche, c'était un moteur social. Donc, c'était ce qui me permet de piocher plein de cartes, c'était des projets sociaux. Donc en fait, j'avais plein de trucs violets. Là, je voyais que les pictos et la pioche des cartes. J'étais en mode, d'ailleurs, j'ai dit à un moment donné à François, c'est mon ancestral recall, t'y touches pas, c'est mon truc qui me fait piocher 3 cartes par tour. Voilà, machin. Moi, c'est rigolo parce que mon moteur de pioche, c'était des banques. Quand je piochais, j'étais là. Merci Banque Populaire. Voilà, merci le pognon. Donc là, du coup, c'est comment dire. Là, je voyais. Mais par contre, sur les projets éoliens, effectivement, l'énergie et tout ça, là, j'étais beaucoup plus attentif. Aussi parce que le jeu, c'est la thématique du jeu, c'est de transformer de l'énergie fossile en énergie verte. Donc des pions noirs en pions verts, pour reprendre le truc de la thématique des bars. Donc du coup, en fait, là, je me racontais. Là, c'était beaucoup plus intéressant narrativement parlant ce que je me racontais dans ma tête. Après, à aucun moment on le raconte, à aucun moment on ne le verbalise. Donc ça n'empêche pas du tout que Flavie puisse se raconter son histoire dans son coin, moi la mienne, vous la vôtre. Par contre, point intéressant, c'est-à-dire que moi, en racontant cette histoire dans ma tête, je me suis dit bon, je suis un pays en voie de développement. Il y a forcément un grand pays qui va vouloir aider le ch'ti de pays. Et donc j'ai commencé à regarder vos cartes à vous deux et j'étais là, putain, Jérémy. je lui fais mon coup. Je prends un enfant en photo bien maigre et je lui montre, viens aider ma population. Ouais, et ça c'est très intéressant. C'est le genre de truc que tu verras jamais dans la réalité. C'est là que le jeu s'écarte complètement du réel. Tu verras jamais franchement, je ne vois pas Xi Jinping demander de l'aide aux États-Unis, tu vois que... On verra l'avenir. Ou en Europe, on verra l'avenir. Mais tu vois, j'ai pas demandé de l'aide, j'ai montré des enfants malheureux sur Times. Oui, d'accord, mais en fait, moi j'avais vu l'état du monde et j'avais la possibilité de dire oh là là, faut que je paye mes retraites. Là, ils galèrent là-bas. J'ai besoin du coup de prendre des employeurs chinois. Allez, venez travailler en France. D'ailleurs, je te l'ai dit, merci de prendre mes immigrés, s'il te plaît. On peut se raconter. Alors. Du coup, est-ce qu'on a d'autres remarques ludiques à faire sur le jeu avant de passer à une critique, on va dire, plus de fond Parce que moi, en fait, dans le podcast, j'envisage deux choses. Un premier truc, c'est de parler de la sensation qu'on a en jouant à ce jeu et de parler du jeu. Ensuite, moi, je voudrais qu'on aborde un peu son propos quand même. Alors, moi, c'est un autre sujet. Truc que je voudrais voir, c'est le moment où on résout... Le moment où on résout du coup la phase des émissions. Voilà, phase des émissions. Et donc c'est un moment où on comptabilise, on l'a dit tout à l'heure, les émissions et on voit ce que la Terre peut absorber. Et ensuite, ce que la Terre n'a pas absorbé va faire monter la température globale. Et plus la température monte, plus on déclenche des crises. Ouais. Et en fait, plus c'est la merde, plus c'est la merde. Oui. Et moi ça, j'ai trouvé vraiment cool parce que... j'ai l'impression que vraiment, il y a un petit côté... on est en immersion, entre guillemets. Genre déjà, au début, c'est un peu chaud. Tu regardes ton but, tu fais « oh là 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 ». Et en fait, tu essayes de faire ce que tu peux, mais malgré tout, comme la Terre va pas pouvoir tout absorber, en fait, le niveau d'émission va monter. Et avec les crises, ça va être très, très compliqué. Et puis surtout, ce qui absorbe le plus de la Terre, c'est les arbres et les océans, et au fur et à mesure, en fait, comme c'est la merde, on va avoir de la déforestation, on va avoir des vagues qui vont disparaître, donc plus ça va aller, moins la Terre, elle va... est capable d'absorber. Mais ensuite, il y a le permafrost qui fond, donc en plus, non seulement ça, mais en plus, la Terre va commencer à produire des émissions aussi. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que vous avez plusieurs fois pendant la partie utilisé le mot stressant. Ouais. Et c'est ça qui est stressant, je trouve. C'est le moment où tu te dis oh là là, faut faire quelque chose, oh là là, faut faire quelque chose. Et des fois, tu regardes tes cartes, tu fais mais je peux rien faire. Et à un moment, tu pioches un truc, tu fais oh, je vais pouvoir rajouter une vague. Il y en a 5 qui viennent d'être éliminés du jeu. Et là, tu fais eh ben, ça va être long. Donc là, en fait, on est vraiment confronté au truc. T'es là, si je veux réparer quelque chose, ça va être long. Et puis plus ça va, plus ta population, plus j'ai besoin de ta population, elle augmente. Et t'es là. Et là, j'ai regardé Jérémy, je fais mais Jérémy, il n'y a pas un truc pour faire baisser les besoins de la population? Il m'a dit, si, il y en a quelques-unes, mais elles ne sont pas nombreuses, les cartes. Je les ai jamais piochées. Et vraiment, ce côté, voilà, de plus ça va, plus c'est la daube. Et en fait, le moment où... j'ai trouvé ça presque un peu frustrant, le moment où tu atteins le débreak, où tu aurais envie d'aller vers le moment où on va pouvoir réparer, le jeu s'arrête. Et tu es là. C'est malin parce qu'en fait, ça se trouve, en fait, si tu continues le jeu, c'est quand même la merde. Clairement, on a fini la partie, c'était moi qui causais les problèmes au tour d'après, j'étais arrivé à un point qui était
était pas soluble. Ouais. Mais et c'est vrai qu'il y a un effet de snowball, je trouve, qu'on a eu dès le tour 2. Enfin, Romaric, tu l'avais ressenti un peu comme moi. C'est-à-dire qu'on fait le premier tour, bon, on mange 0,1 degré, on se dit ça va, c'est encore gérable. On fait le deuxième tour, bam, on en prend 2 dans la tête en même temps. Alors même si mathématiquement, ça s'est entendu, Jérémy a pris le temps de nous expliquer pourquoi. Mais sur le coup, on a eu un peu les chocottes. Et toute la partie, moi, c'est vrai que j'ai ressenti plus une façon d'essayer de trouver un moyen de pas perdre plutôt que de gagner. Parce qu'en fait, t'es tellement au pied du mur, t'as l'impression de décoper un bateau, je trouve, avec une passoire. Tu te débats beaucoup, ça fait beaucoup de bruit, mais le résultat est pas flamboyant. Moi, ce que j'ai trouvé génial dans cette phase, c'est qu'on s'est tous les deux regardé François, on s'est dit, attends, on n'a pas produit plus d'émissions de gaz. Sur cette deuxième phase d'émissions, on voit le global warming, enfin le réchauffement climatique qui augmente de 2 cases, en fait. Mais attends, on n'a fait qu'une case. C'est-à-dire que premier tour, on fait qu'une case, deuxième tour, on fait 2 cases. Et on s'est regardé tous les deux, c'est pas possible. On a produit moins de pur noir, donc logiquement, on ne devrait pas faire 2 de plus. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup amusé dans cette phase de jeu, c'est qu'en fait, ça représente complètement les erreurs de calcul qui sont faites par les organismes scientifiques vis-à-vis du réchauffement climatique. C'est tous ces effets de surprise du genre « Ah mais ça on n'avait pas prévu ». Ah mais en fait ça c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pensait, tu vois ce que je veux dire? On s'attendait pas à ce que le réchauffement climatique fasse dégeler le permafrost et que le permafrost dégage du coup etc. Et tu vois, et ça j'ai trouvé que ce moment-là en fait c'est un moment qui est presque de l'émulation, de la synesthésie en fait de l'histoire réelle en fait. C'était très sympa, mais très stressant comme moment finalement. Oui, mais en fait, on y est là. Ah oui, non, mais clairement, mais le jeu a un effet de petit signal d'alarme quand même. Ça... Et Jérémy a sorti les 5 cartes du jeu qui permettent de faire baisser en fait ton niveau de ton besoin en énergie. Il n'y en a que 5. Et ce qui est intéressant, c'est que la majorité d'entre elles sont des cartes sociales en fait, sauf une qui permet sur les besoins qui est technologique. Ouais. Et en fait, ce qui est génial, c'est que quand je vois ça, en fait, je pouvais pas. Enfin, du coup, quand je vois mes communautés, j'ai pas du tout assez joué social en fait. J'ai d'abord joué faire baisser l'énergie. Oui, bien sûr, moi aussi, hein, j'avoue que. Mais parce que c'était notre priorité, si tu veux. Oui, pour éviter. C'est notre but. Hein. Oui. Non, alors pas à tout le monde. Pas à tout le monde. Parce qu'on part pas avec tous les mêmes besoins. Nous avec Flavie, on est à 22 et à 25. Si on ne fait rien pour baisser nos émissions, on fout le monde entier dans la merde. Ah, ça c'est clair. Alors que l'Europe et les États-Unis qui partent avec moins... Faut qu'ils fassent aussi. Non mais vous avez les moyens, Jérémy. C'est plus facile. C'est plus facile. Mais s'ils décident de pas le faire ou dire « Oh, on attend, on n'est pas en retard », ça serait une grosse erreur. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui. Ce qui est d'ailleurs une leçon de vie, j'ai envie de dire, un petit peu. Très bien. Sur les phases de jeu, donc je pense qu'on est pas mal. On a bien vu la dimension exponentielle des risques et des cataclysmes. J'ai rajouté un tout petit détail quand même, mais ça joue dans le gameplay et ça joue encore sur l'aspect asymétrique de la population. C'est-à-dire que à chaque fin de tour, on a la demande en énergie qui est différente. C'est-à-dire que pour l'Europe et les États-Unis, on augmente de 1. Pour la Chine, on augmente de 2. Et pour le monde majoritaire, on augmente de 3. C'est-à-dire que pour toi, surtout, mais pour la Chine aussi, il faut vraiment un moteur d'énergie propre et puissante. C'est-à-dire que même en gagner que 2 par tour ou 3 par tour, c'est pas suffisant, il en faut beaucoup plus, parce que derrière, il faut aussi penser, dire, oui, mais il faut que j'enlève aussi mes petits cubes marrons. Alors, à votre avis, pour quelles raisons dans le jeu ils ont décidé de faire en sorte que le monde majoritaire soit plus 3, etc. Est-ce que vous avez une hypothèse sur moi, sur j'en ça ai une. C'est parce que dans une bonne partie de ces pays, en fait, ils n'ont pas encore atteint le niveau, un niveau correct un niveau de développement qui leur permet de vivre bien. Donc en fait, c'est ça qu'ils ont. Et pour pouvoir vivre en ayant chaud, en ayant à manger, en pouvant se déplacer, etc., il va falloir augmenter les besoins en énergie. Il y a sur chaque plateau joueur, il y a un graphique qui est le même pour chaque joueur, qui voit la demande en énergie qui augmente depuis l'année 1900 à de nos jours, 2020, je crois que ça va. Et on voit effectivement que pour la Chine et pour le monde majoritaire, comme ils ont vu une courbe exponentielle, ils ont voulu utiliser cette courbe exponentielle en disant ça va continuer à l'avenir d'être dans une courbe exponentielle. Est-ce que ça reflète la réalité ? Notamment le monde majoritaire.
Je pense qu'il a... Le monde majoritaire est la seule... Là, ici, si tu regardes la Chine et le monde majoritaire sont les seules courbes exponentielles montrées sur le schéma. Les deux autres sont linéaires. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, le monde majoritaire double tout le monde. C'est-à-dire, je crois qu'elle commence 4e, elle finit 2e, elle est prête pour finir première. Et la Chine, elle prend plus ou moins le même chemin, elle prend un peu plus de temps. C'est pour ça qu'il n'y a que plus 2. Mais il y a aussi ce chemin exponentiel. Il y a sans doute un effet de rattrapage en fait des puissances européennes et états-uniennes sur ce plan-là. Et je pense qu'il y a aussi une problématique de natalité. C'est-à-dire que l'Europe et les États-Unis ont des populations qui sont vieillissantes et avec un contrôle des naissances qui est sans doute bien meilleur que celui effectué dans les pays du monde majoritaire par exemple, et donc je pense qu'il y a une anticipation par le jeu d'un besoin, c'est-à-dire que toute chose égale par ailleurs, si le monde majoritaire veut atteindre les mêmes niveaux de satisfaction sociaux, de confort, etc. que le monde européen occidental, il va devoir consommer beaucoup plus d'énergie et fournir beaucoup plus d'énergie à sa population puisqu'elle est plus vivante en fait, plus nombreuse, plus importante. Tu vois, quand tu vas à l'Inde par exemple, c'est un truc de fou. Je pense que c'est la moitié du problème. C'est ça, t'imagines si juste... En fait, t'as raison. Pour le plus 3, plus 2, je pense que c'est totalement un problème. Mais il faut pas oublier que le petit symbole là-haut, ça ne représente pas que la population, ça représente vraiment le demande de besoin en énergie. Et je pense notamment, en tout cas pour toi, je crois, c'est sûr. Mais pour les usines, et même pour toi, donc pour la Chine et le monde majoritaire, pour pouvoir enlever les cubes noirs, vous avez eu besoin à chaque fois d'une demande en énergie. Donc je pense que la moitié de votre demande en énergie, en plus que vous avez encore de la partie, c'était pour enlever les cubes noirs. L'autre moitié, ça doit représenter effectivement peut-être la natalité. Ouais, il y a plein de questions à se poser. Dire quoi, François ? François, t'avais Non, j'allais rebondir sur ce que Romaric disait sur l'Inde, avec un exemple tout bête, mais c'est vrai qu'ils sont 1 milliard, 1,2 ou 5 milliards, je sais plus. Ils vont dépasser la Chine. Juste, tu vois, en termes d'énergie, je me dis souvent, imagine si chaque personne en Inde voulait une voiture, ça serait techniquement pas faisable, même en Chine. Et je pense que ça rejoignait l'idée des énergies, mais bon, on a dépassé le sujet. Ouais, mais c'est intéressant, tu vois, comment est-ce qu'il a réglé et pourquoi est-ce qu'il a réglé ces maisons là sur... ça serait intéressant d'avoir son retour. Donc la phase de crise, globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Le moment où les cartes arrivent... C'est un moment où si tu commences à déstresser, là ça te remet bien dedans. J'ai l'impression d'être dans une machine à laver qui te balance dans tous les sens là. Il faut savoir que les crises, au départ on en pioche 3, une qui est visible et 2 qui sont cachées. J'ai des joueurs à la Ludo qui du coup connaissent bien le jeu, ils sont déjà une dizaine de parties. Ils adorent connaître les crises en avance. Donc ils vont toujours avoir au moins un joueur qui va avoir une carte qui va permettre de dévoiler les crises pour mieux maîtriser les crises. Je l'ai eu au début de la partie et je ne l'ai pas utilisé. Et je l'ai beaucoup regretté après, parce qu'en fait je me suis rendu compte que c'était effectivement un élément de gameplay qui nous a beaucoup manqué pour anticiper les crises. Je pense notamment à Flavie qui s'est tombé 3 crises écologiques dans sa tête. Elle avait aucun bouclier écologique. Ah, c'était horrible. Et puis, c'était horrible. C'est le moment où tu tires 3 cartes et elles sont toutes pour moi. Et tu fais oh, ça va être un mauvais moment. Heureusement, on avait des projets globaux, parce qu'on n'a pas parlé de ça non plus, mais pendant la phase globale, on va pouvoir décider collectivement d'investir dans des projets globaux qui vont pouvoir donner des protections à un pays qu'on va choisir au cours des facilités de pioche, d'échange. Nous, on a joué beaucoup sur la partie protection, parce que c'était simple à comprendre. On a une première qui était comme ça, et les autres étaient dans le même sens, et au bout du compte, on a un moment utilisé peut-être même 3. Les 3, je ne sais pas. Je crois qu'on a utilisé. En tout cas, on en a utilisé pas mal. On les a toutes utilisées. Et c'était bien appréciable à la fin. Ouais, heureusement qu'on les avait, sinon on était morts. Ça nous a sauvés. Ça nous a sauvés, en fait. C'était bien appréciable. J'aime bien le bien appréciable. Euphémisme. En fait, c'est ce qui nous a permis de gagner. Mais oui, tout à fait. C'était appréciable de gagner, après tout. Mon cher Jérémy. Non, ce qui était génial, c'est qu'à un moment, la crise où je me ramasse que des trucs écologiques dans la face. Alors que tu n'as aucun bouclier. Un de vous, je ne sais pas lequel, dit mais on va perdre à cause d'elle. Et Jérémy dit non, si on perd, c'est qu'on ne l'a pas aidé. Ouais, c'est vrai que tu as dit ça. Intéressant. Mais en même temps, on avait un projet global justement qui permettait de t'aider. Donc ça tombait bien, on n'a pas du tout anticipé ce projet-là, c'était de la chance. On a eu beaucoup de bol. Ouais, on a eu parce que c'était la seule carte il y avait 2 cartes et on a compris que celle-là, la deuxième. Aujourd'hui, là, maintenant qu'on a joué une fois, je pense qu'on la comprendrait. Mais là, sur le moment, Jérémy, il a dit ça et j'ai eu l'impression dans ma tête, ça faisait poup, poup,
on va pas comprendre. Première carte. On a vraiment navigué à vue sur cette partie. Jusqu'au tour complètement, 3-4, on a avancé dans le brouillard en se disant ça va, ça passe. Ah, moi, le sol s'effondre pas, on prend. En tour 2, vraiment, là, j'avais... En fait, au tour 1, comme je l'ai dit, j'avais ma stratégie, mais c'était pas... il a fallu que je la transforme au fur et à mesure. Et là, au tour 2, je me suis dit, ok, stratégiquement, j'ai fait des erreurs. Donc là, je vais changer les erreurs. Mais je pense vraiment que... C'est le tour 1, là, quand il faut comprendre les trucs. Si t'as déjà 5 cartes à comprendre, et en plus, t'as 5 cartes en main, donc en fait, tu dis, mais... Je suis même étonné, personne m'a posé la question, alors qu'à chaque fois que j'expliquais les jeux à des novices, mais on a le droit à combien d'actions par tour ? Parce qu'effectivement, on sait pas quoi faire et comment on peut faire et ce qui est le mieux. J'ai vu Romaric, très vite, il avait son moteur de pioche, il était étonné en disant « Mais j'ai un truc pété, je pioche plein de cartes ». Oui, c'est vrai, ça ne nous a pas empêché d'être un peu en galère par moment quand même. Mais je savais qu'il y avait des moteurs de pioche et que du coup, on pouvait tous avoir un bon moteur de pioche. En fait, autour de la table, il y avait des joueurs de Magic. Donc en fait, le joueur de Magic... Et je pense que ça aide. On aime bien jouer beaucoup de cartes. Dans un gardien, on était là, on était bien avec François. Sincèrement. Attends, pondeur tout le temps, gratuit. Go, je signe. On y va. Ce qui était très drôle, c'est moi, à un moment, j'ai regardé, je fais ok. Moi, je me suis posé la question, je me suis dit alors, j'ai combien de tours ? Il n'y a rien qui est marqué ? C'est simple, si c'est pas marqué, je fonce, même si c'est pas autorisé, ils avaient qu'à me dire. Et c'est marqué, hein. Il y a toujours des limitations, et quand il n'y a pas de limitations, c'est effectivement, vas-y, Franco. Ouais. Moi, ce que j'avais pas compris, c'est que quand on remettait, par exemple, on a un projet qui est en cours, qui nous permet de piocher 3 cartes. Ouais. Si parmi ces 3 cartes, je pioche un autre projet et que je le remets par-dessus le projet que j'ai utilisé, je peux réutiliser cet autre projet. La colonne, en fait, est réutilisable. C'est-à-dire que tu peux faire ça à chaque fois. Hein, ça, j'aurais voulu le savoir au départ, parce que moi, au début, c'est pas comme ça que je jouais. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais joué une colonne, je ne jouais plus sur elle. Ah tu vois ? Ah oui. Moi, j'ai joué comme ça. Moi, j'ai joué en mode limitation. Ah oui, donc, là, j'ai joué avec des bottes de plomb, moi. Du coup, oui, c'est normal que du coup, t'es mal. Parce qu'en vrai, j'avais un truc de fou. Moi, je pense que honnêtement, je pense que je pouvais. Et à un moment donné, j'avais des cartes qui vous permettaient de donner des cartes et tout. Et je pense que j'ai mal joué. Enfin, il y avait moyen. Ça aurait été très très bon. Ouais. Parfois, ce jeu, t'as juste envie d'y rejouer pour montrer que avec ton gros cerveau, t'es capable de faire de la magie. Parce qu'en vrai, il y a moyen de faire des trucs. Et moi, le moment où j'ai commencé, parce que il y a un système où soit tu poses devant tes cartes, soit tu poses derrière. Ouais. Et ça, en fait, je me suis mise à jouer avec. Et il y avait des moments où, avec l'écrit, t'étais obligé de défausser les cartes et je me servais de ça pour faire réapparaître d'anciens projets et tout. C'était très, très drôle. Ouais, ça, c'est vrai que c'est un truc... pour le coup, pour le gameplay, c'est très intéressant. C'est bien que tu l'as vu dans ta première partie. C'est effectivement, des fois, les crises nous demandent de perdre des cartes. Soit c'est des cartes en main, si on veut, soit c'est des cartes qui sont dans notre zone de jeu. Donc, c'est-à-dire des projets qui sont posés. On peut enlever des cartes qui sont derrière ou des cartes qui sont devant. Mais effectivement, on peut dire... Ah bah mon projet de devant là, il a fait son taf, j'en veux plus, celle de derrière était pas mal, je suis bien content de la retrouver, je l'enlève pour pouvoir l'utiliser. On pourrait presque même miser là-dessus si on connaît les crises en disant ah mais comme je sais que je vais perdre une carte, et ben du coup je vais faire ça, j'en profiter. C'est chaud. Hein. Quand on connaît les crises, oui, quand on les voit à l'avance. Quand tu vois et puis tu maîtrises le jeu. La première partie, je me doute qu'on pense pas à ça. Hein. Oui bien sûr. Ouais. Mais c'est pour dire que le jeu en termes de gameplay, vu qu'en fait il y a pas mal de choses qui peuvent être faites, je suis d'accord. On peut faire des tours, c'est simple. Moi je pensais que la partie était plus longue parce que je trouvais qu'il y avait des tours quand même qui étaient assez longs parce que tu piochais plein de cartes, qui faisaient plein de choses et ainsi de suite. Oui, mais à un moment donné j'ai pris des décisions. Tu vois, il y a des moments où les cartes je les lisais pas. Il y a des cartes en fait, j'étais là, bon j'ai besoin de ce picto-là. Oui, et aussi pour ne pas être frustré, parce qu'en fait le problème de lire tout et de jouer tout à fond, tu peux pas tout faire. Non mais même il y a un moment donné où tu dois reconnaître les limites de ta propre intelligence. Tu peux pas tout calculer, tu peux pas être là en mode oui non mais je vais tout optimiser et tout, parce que sinon tu fais perdre du temps à tout le monde en fait. Tu dois agir aussi, François. Tu peux pas faire ça quand c'est ta première partie. Je pense que quand tu connais bien le jeu, t'es totalement capable d'anticiper ce que tu veux et ce que tu pourras faire. Oui, mais alors du coup, tu perds la dimension critique du jeu sur les projets, le nom des projets, la dimension narrative, la dimension dont on parlait avec Flavie. Ah oui. C'est-à-dire que je pense que ce que tu gagnes, il y a un truc que tu gagnes, c'est effectivement le gameplay, mais tu perds aussi la dimension narrative du coup. Ça, c'est sûr, mais tu vois, je pense que c'est aussi pour ça qu'on l'a vu quelque part, ils mettent le pourcentage de cartes. Ouais, voilà, ah oui, c'est pas, non, c'est pas celle-là. Le pourcentage des types de cartes que tu faire des calculs statistiques. Par exemple, là, au pif, l'énergie, t'as 27% des cartes qui correspondent à l'énergie, t'en as 17 sur l'infrastructure, etc. Ouais. Donc je pense que quand tu connais bien le jeu et que t'es un peu chaud aussi en maths, tu t'es capable de calculer ce que tu peux piocher en tout cas. Ok. Mais alors imagine que du coup ça veut dire que tu perds complètement la dimension écologie, en fait, je on en reparlera, mais non, mais je pense qu'en fait c'est un jeu, quand tu rejoues, tu joues pas au même jeu. Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant en fait.
C'est ça. Tu joues pas au même jeu. Effectivement, le jeu se transforme. Mais il est possible, et moi je ferai un petit pari là-dessus, qu'au fur et à mesure que tu joues, tu perds la dimension en fait message du jeu. C'est-à-dire que le propos du jeu se perd avec le ludisme. C'est-à-dire que plus tu mets le paquet sur le ludisme et la dimension stratégique de machin, et plus tu perds en fait, à mon avis, la dimension message du jeu. J'ai presque on va dire, moi c'est le contraire, mais mon expérience est alors un peu vas-y, biaisée. justement, très bien. Mais moi je trouvais que mes premières parties, je voyais que l'aspect mécanique. Et puis de comprendre en plus comment il fallait gagner. C'est-à-dire que je voyais bien un peu ce qu'il fallait faire pour que ça fonctionne. Bon, après, j'ai peut-être eu des parties où j'ai fait des bons tirages de cartes ou je sais pas quoi. Mais mes premières parties, elles étaient limite ennuyantes. Parce que je voyais que l'aspect ludique. Je me dis, ok, je vois bien un peu où le jeu veut nous amener. Mais j'étais un peu déçu en me disant, mais j'ai pas l'impression de croire à ce que je fais. J'ai pas l'impression de vraiment sauver la planète. J'ai juste l'impression de me poser des cartes, de faire un moteur. Et je trouve que mes 3 dernières parties là, je les trouve mieux parce que j'ai l'impression d'être plus dans l'histoire. Est-ce que parce que maintenant, comme je sais à peu près globalement comment le jeu va se dérouler, je m'investis plus dans ce que le jeu veut nous raconter que dans vraiment l'aspect mathématique. Je dis de toute manière, je sais que je vais pouvoir m'en sortir. J'ai un moteur de pioche, c'est bon. J'ai un moteur d'énergie verte, c'est bon. J'ai un moteur pour enlever des trucs, c'est bon. J'ai un moteur pour mettre de la forêt, c'est bon. Et au pire... je change par une autre carte qui est pas mauvaise parce que la plupart des cartes sont, enfin, la moitié des cartes sont intéressantes, un tiers des cartes sont intéressantes. Donc tu dis bon allez, je fais ça, puis ensuite je fais ça, et puis on verra ce que ça va donner. Mais si j'ai des bons boucliers derrière, des bonnes résiliences, je m'inquiète pas sur cette problématique-là. Hop, je peux investir ça et je m'investis beaucoup plus dans l'histoire et je m'investis beaucoup plus dans ce que les autres font aussi. Génial, Jérémy. Ouais. Et très bon moi je suis d'accord avec toi disais. parce que moi à la fin en fait de la première partie. Fais vite. J'ai énormément de frustration parce que déjà, bon, j'ai pas pu faire ce que je voulais et en fait, j'ai l'impression que ce jeu, en fait, ce qu'il dit, c'est que pour pouvoir gagner, il va falloir emmener tout le monde. Et là, on se rapproche des théories du care et de l'écoféminisme, en fait, où l'idée, c'est que il va falloir sauver tout le monde pour sauver la planète. Donc, y compris sauver le social et mettre en place un énorme bouclier social pour... Il va falloir sauver les plantes, il va falloir sauver les infrastructures, il va falloir sauver toutes les parties de la population pour qu'on va s'en sortir ensemble. Et je te jure, c'est quand le moment à la fin, j'étais là, mais non, mais je veux créer ma communauté socialiste. Et vraiment, j'étais là, je veux rejouer à ce jeu pour pouvoir créer mon utopie. Tu vois. En fait, tu veux une suite, tu veux une extension du jeu pour dire bon, ok, réchauffement climatique, c'est sympa, mais comme tu dis, c'est pas, on aurait peut-être fait un 6e tour, on aurait quand même d'autres problèmes et d'autres crises, et donc on sait pas comment on aurait pu gérer. Mais dire ouais, mais on peut faire encore autre chose, on peut penser au-delà de ça. Et puis en plus, il y a des trucs dans le jeu qui sont, on va en parler, mais dans les limites du truc, c'est-à-dire que le permafrost, il va continuer à fondre, donc voilà. il va sortir de plus en plus de trucs. Je veux dire, là, ça s'arrête au tour 5-6. Si tu fais une extension, waouh. Parce que on a beau monter à 1,4 degrés, 1,4 degrés c'est déjà beaucoup, et effectivement la glace va continuer à fondre, donc il faudrait redescendre vraiment à un niveau beaucoup plus bas. En fait, il faudrait la suite du jeu dire non mais là le monde c'est bon, quoi qu'il arrive ça va bien se passer, mais ça veut dire peut-être 2 ou 3 fois plus Est-ce qu'on parle de des tours. petits déchets nucléaires qu'il va falloir gérer? Oui, par exemple, parce vu que le nombre d'usines que j'avais chez moi, ça va être un peu compliqué. on parle de réchauffement climatique, on parle pas de déchets nucléaires. Effectivement, chez c'est moi, pas les la gestion. poissons, ils ont 5 nageoires. François, tu voulais ajouter un truc? Ouais, alors déjà que 5 nageoires c'est pratique pour les sushis, mais moi je suis d'accord avec Jérémy, je trouve que le jeu il prône la décroissance en fait, plus qu'autre chose. Oui, d'ailleurs, il y a Je trouve une que- carte décroissance que j'ai eue. moi. C'est ça, bah tu vois déjà. En fait, je trouve que d'entrée de jeu, moi c'est un des premiers trucs que je me suis dit, c'est quand tu vois que tu dois réduire toutes tes émissions, il y a des cartes qui passent par le fait de réduire tes énergies fossiles sans que tu gagnes autre chose en énergie. Et en fait, moi, un des rares trucs qui m'a sorti des maths un peu du jeu, c'est que je me suis dit effectivement, bah faut moins produire simplement, et du coup bah t'as moins besoin d'énergie. Enfin, ça c'est le petit truc qui m'a fait ça. Je me suis dit voilà, c'est un jeu qui pour moi prône surtout la décroissance et Très qui sont des intéressant. théories qui sont très répandues en ce moment en tout cas. Très très intéressant. Alors, il y a un dernier élément de ludique que j'aurais voulu, avant qu'on aborde justement le propos du jeu, qui est à mon avis le plus intéressant en fait de ce jeu, c'est la phase de croissance. Donc dans la phase de croissance, on vérifie en fait d'abord si la partie est gagnée, donc si on a réussi à ronger un truc de carbone. T'endors pas Flavie, parce que le podcast ne fait que commencer. Hein.
Donc je te préviens tout de suite, arrête de bâiller parce que moi j'ai pas dit en fait le cœur. Méchant. Non, je suis désolé, mais il y a un truc qui en fait qui me taraude là. 2, donc on passe au round suivant. C'est quoi? Ça veut dire quoi passer au round suivant? Ça veut dire qu'on déplace le jeton pour dire qu'on passe du tour 4 au tour 5, c'est bien ça? Et ensuite on vérifie en fait si la demande en énergie est suffisante pour sa population. C'est bien ça, Jérémy? Non, on augmente la demande en énergie. On ne vérifie pas. La vérification se fait dans la phase des émissions. Très bien, excellent. Et donc on augmente la quantité d'énergie. Bon, moi ce que j'ai ressenti d'un point de vue ludique dans ce jeu, c'est un élément essentiel sur la politique liée au réchauffement climatique et au dérèglement climatique. C'est comment on obtient en fait l'agrément de la population pour faire des sacrifices et des difficultés. C'est-à-dire que on était constamment, moi en tant que joueur, voilà ce que j'ai ressenti pendant toute la partie, c'est toujours devoir faire un choix entre la satisfaction des êtres humains, leur confort et les sacrifices nécessaires pour la survie de la planète. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce qu'elles représentent ces communautés en colère? Elles représentent en fait la pression humaine. C'est-à-dire le moment où les humains en fait ne toléreront même plus l'existence de l'Europe, l'existence des États-Unis, l'existence de la Chine, l'existence en fait des frontières qui nous permettent encore d'avoir du contrôle, de faire des projets. Qu'est-ce qui se passe quand toutes les communautés sont cochées? Ce qui se passe quand toutes les communautés sont cochées, c'est que le politique explose. C'est l'anarchie au sens négatif du terme, pas l'anarchie que je défends politiquement, mais bien sûr l'anarchie au sens de c'est le chaos, la loi du plus fort, etc. Ou alors, ça peut être aussi ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Le moment où toutes les communautés sont tellement en colère qu'elles n'arrivent plus à s'entendre. On est au bord de la guerre civile. Les Européens, les Chinois, le reste du monde ne peuvent plus s'entendre pour mener des projets communs parce que l'impérialisme revient et les gens vont préférer se faire la guerre et donc dépenser des dernières ressources à essayer de dominer celles qui restent plutôt qu'à faire des projets pour sauver et pour arriver au débreak. Donc moi j'ai trouvé que le plus intéressant du propos de ce jeu c'était ça, c'était la pression en fait des communautés humaines qui augmentait et le fait que l'on perde, si à un moment donné on n'a pas l'agrément de la cité, pour revenir à un terme un peu magicien, si à un moment donné en fait les gens n'acceptent plus en fait de faire société, s'il y a trop de communautés mécontentes, on ne peut plus mener de projets ensemble et là c'est game over. Et pour moi, il est là le propos central en fait de ce jeu, c'est cette pression, cette tension qui existe entre d'un côté la contrainte et l'exigence de sauver la planète, et de l'autre la contrainte et l'exigence de sauver l'humanité dans ce qu'elle-là, de faire des projets, faire du collectif, etc. On est totalement dans la tension qui est décrite aujourd'hui entre la fin du monde et la fin du mois. Comment concilier les problématiques mondiales de fin du monde, de chercher en fait une solution pour sauver le monde et sauver la fin du mois aussi, parce que si on ne fait pas les deux, et c'est ça qui te donne, Flavie, cette sensation que tout est important et qu'il faut prendre en compte le social, il faut vraiment l'écologie, tout est important, tout doit être harmonieux. Et c'est ça, à mon avis, la grande mécanique de ce jeu et ce qui en fait un jeu génial. Par contre, et moi j'ai une énorme critique à faire sur ce jeu. Mais j'y reviendrai après. Vas-y François, tu voulais rebondir là-dessus d'abord. Ça se ressent mécaniquement dans ce que tu dis parce que plus t'as de population mécontente, moins tu pioches de cartes. C'est-à-dire qu'on pioche 5 cartes par tour, donc même si t'as triché en piochant plein de cartes, plus t'as de population mécontente, moins tu peux piocher de cartes, et du coup plus t'as les mains liées sur tes projets, et moins tu peux faire de projets. Ou en tout cas essayer de te développer et arranger la situation. Exactement. Et je trouve que ce que tu dis, ça reflète vraiment bien. C'est évidemment ça. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est triste, en fait, c'est que si on regarde un peu l'état du jeu et l'état dans lequel est le monde aujourd'hui, on en est arrivé là, au moment où, en fait, les sociétés ont du mal, en fait, à faire des projets ensemble parce que, justement, il y a trop de tensions, en fait, au sein de la société. On n'en est pas encore là, je vois François, il fait un peu la moue, mais on n'en est pas loin, là. En tout cas, ça avance. Voilà, ça avance. Dans le jeu, comme tu dis, si on commence dans les années 70, c'est-à-dire qu'au tour 2 ou tour 3, on est plus ou moins à la situation, même peut-être tour 4, on est plus ou moins à la situation actuelle. Et alors, dans notre situation actuelle, si ça reflète la même chose que notre partie, on a déjà pas mal de communautés en crise. Ouais. Voilà. Alors, maintenant, si vous n'avez rien à ajouter là-dessus, vous avez... on passe à moi, ma critique de fond. Énorme critique de fond. Mais même insupportable, en fait. C'est cette croyance en l'énergie verte. Non mais où sommes-nous en fait? C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça me met en colère, moi. C'est les usines nucléaires, c'est tout ça. Oui. Là. On va détruire le monde pour le sauver, quoi. Alors, même les éoliennes, quand tu les crées, tu demandes de l'énergie, mais c'est pas indiqué. Les panneaux solaires, on sait que c'est pas viable non plus des centaines d'années. Complètement. Donc effectivement, là, on est sur la solution on a atteint le débreak. Alors voilà, on peut dire en fait le jeu nous présente une étape.
C'est ça. Une première étape. C'est-à-dire, l'objectif, c'est d'abord, essayons d'atteindre le débreak. Et ensuite, on verra. Et là, c'est du coup la saison 2 que Flavie appelle de ses voeux. Ceci dit, donc si on continue dans ce truc-là, on n'est pas dans le Monopoly. Dans le Monopoly, on sait que si on continue à jouer, tout le monde est sur la paille à la fin. Donc ça, c'est clair. Par contre, ici, on n'est pas dans le Monopoly. Si on continue à jouer après le débreak, on a suffisamment de boucliers pour pouvoir comment dire, résister aux crises. Et surtout, on commence à pouvoir gagner des cartes technologiques. Et ça c'est une énorme critique. Hein. On commence à gagner des cartes technologiques du genre les ventilateurs qui permettent de capter le CO2 dans l'atmosphère. On commence à gagner des cartes technologiques. Ça, parce que moi j'en ai vu aucune passer. Et moi, en fait, à un moment, j'ai fait... Pourquoi tu poses des ventilateurs hélices, là. Remplace les arbres, tu sais. Et Non mais tu finis dans Sens Renaissance. Hein. Mais... Si tu continues le jeu, c'est la suite logique, c'est post-apo en fait. Et genre, partie, non mais c'est les grands ventilateurs. Et en fait, moi je me suis dit, mais ah ouais, on va aérer la planète, oui. c'est intéressant. C'est ça. Et où est-ce qu'on met le CO2? On le rejette dans l'atmosphère. Et pendant qu'on y est, on prend des gros paquets de CO2 qu'on met dans une grosse fusée, et on prend une autre fusée pour mettre les gros trucs nucléaires. On prie pour que ça n'explose pas à l'entrée, et on envoie tout ça. N'oublie pas de mettre Elon Musk aussi avec les déchets que t'envoies dans l'espace. Comme ça, il va pouvoir aller voir Mars. Voilà, c'est ça, avec sa Tesla. Donc, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que si tu continues comme ça, c'est quoi? C'est en fait la mer entière est peuplée d'éoliennes. Parce que si on fait le calcul de tout ce qui s'est passé au cours de la partie, il y a des usines nucléaires partout, des éoliennes partout, des ventilateurs partout. C'est Megaman. C'est Wall-E, il y a Dr. Willy. Non, le Dr. Wall-E. Oui, le début de Wall-E, oui, ça tac. Sachant qu'il n'y a pas que le pétrole qui est limité, t'as aussi tout ce qui est métaux. Donc, t'auras beau construire, au bout d'un moment, tu fais. Ouais, on n'a plus de place et de toute façon, on n'a plus la ressource pour le construire. Quand tu sais les ressources en dioxyde de carbone que nécessite ne serait-ce que l'entretien des pales ou d'une éolienne, tu comprends qu'en fait l'économie verte dont on nous parle, les énergies vertes en fait ne sont possibles que supportées en fait par des énergies fossiles. Donc même l'entretien de ces énergies vertes suppose l'existence d'énergies fossiles. Donc l'illusion en fait de l'énergie verte, c'est du bullshit. Quand tu dis François, le jeu est un jeu décroissant. Atteindre le débreak, selon ce jeu, c'est juste produire suffisamment d'énergie verte pour pouvoir décarboner la planète. Et moi, je crois pas que c'est la décroissance. Justement pas. Si c'était la décroissance, l'objectif, ce serait de diminuer les maisons et de diminuer l'énergie. Même à la fin, on diminuerait même l'énergie verte. C'est ça la véritable décroissance. Mais en même temps, vu que finalement, le but du jeu, c'est de réduire tes émissions, c'est pas forcément d'augmenter ton besoin d'énergie, je trouve. En tout cas, je vais prendre ma partie, parce que moi, je produisais pas beaucoup d'énergie. C'est peut-être pour ça qu'on n'est pas vraiment d'accord. Oui, parce que la Chine a fini avec... c'est ça. Tu vois, en fait, pour reprendre mon propos, c'est qu'au tout début du jeu, mon premier tour, je me suis dit, merde, je vais avoir une énergie à produire en plus par tour, faut que je charbonne. Donc en fait, j'ai fait le plus possible en énergie verte pour pas prendre de malus. Et c'est au bout du tour, 3-4, où je me suis dit, mais en fait, on est en train de perdre parce qu'on émet beaucoup trop. Ouais. C'est pour ça que je trouve que le jeu est décroissant. Je trouve décroissant en carbone. Oui, voilà, mais pas décroissant en énergie. Bon, peut-être pas, mais voilà, je trouve qu'en fait, c'est un jeu qui t'incite plus à émettre le moins possible, parce que si t'émets moins, t'as moins besoin de consommer. Ouais, mais tu peux pas émettre moins puisque tu dois alimenter tes maisons qui augmentent. En fait, il te demande d'émettre moins de CO2. C'est ça. Mais c'est pas ça la décroissance. La décroissance, c'est le fait de moins consommer. C'est ça, c'est-à-dire que... ça, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai pensé le truc au début. Après, oui, au fur et à mesure... C'est pour ça que la carte décroissance du jeu... Je dis juste que le truc auquel ça te fait... Moi, ça m'a fait penser, en tout cas. C'est qu'en fait, si t'aimais moins, dans la vraie logique, t'as moins besoin de produire aussi. Mais tu vois, ce qui est intéressant... Mais c'est pas que le jeu le fait. Mais bien sûr. Ce à quoi ça fait penser. Mais ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que le jeu, et c'est là que c'est dangereux comme jeu, ça te fait penser à la décroissance, alors qu'en vrai... Ce que la logique qui est décrite ici, c'est celle d'une croissance verte. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est logique pour des Américains, par contre. Oui, c'est très logique pour les Américains. Effectivement. La plupart des cartes, c'est des technosolutions. Même les symboles. On n'a que 5 cartes. Qu'est-ce que c'est une technosolution comme tu dis, c'est dire on va régler le problème par la technologie. Sauf que la technologie, ça génère de l'électricité. Mais c'est pas grave, on aura une technosolution pour ça. On va donc trouver une autre technologie pour diminuer la technologie. Mais en fait, qui va demander plus d'énergie. Ouais. On a beau dire ouais, c'est bon, on émet moins de CO2, quoi que ce soit. On sait que de toute façon, qu'on demande de plus en plus d'énergie. Ouais, intéressant. C'est pas idiot en plus ce que tu dis, parce que dans les cartes, j'ai pas vu toutes les cartes, parce qu'on était 4, donc forcément on n'a pas tout vu, mais je trouve que les cartes qui te permettent d'utiliser de l'énergie pour produire de l'énergie verte sont quand même 1000 fois plus nombreuses et faciles à jouer que les cartes qui te permettent juste de planter des pommiers un peu partout. Exactement.
Alors qu'en fait, Aussi- c'est ça qui te fait gagner à la fin du jeu. Ouais, mais en même temps, ça correspond à un moment où en fait, il y a une certaine illusion à se dire on va pouvoir mettre de l'énergie verte, parce que tout ce qui nécessiterait de faire de la décroissance, de planter des pommiers, tout ça, de faire des choses pour les océans, en fait, ça prend du temps. Et l'être humain n'en a pas, et l'être humain, il aime bien se projeter à 5 ans, en fait. Donc en fait, le jeu à te le 5 montre ans, très bien. et à 5 ans, en fait, dire aux gens, on va faire de la décroissance, on va mettre en place, comme j'ai pu voir, des solutions de troc, etc. Eh ben, le monde capitaliste n'en veut pas. Non, parce qu'une vraie décroissance supposerait des objets éternels, type des bases éternelles, des chaussettes éternelles, Duralex. des machines, des verres Duralex qui ne se brisent pas, des machines à laver où il n'y a pas d'électronique dedans qui cèdent tous les 4 ans. Mais ça, c'est pas bon. Ça va pas avec l'impératif de consommation. C'est pas bon, voilà, c'est ça. Donc c'est un premier élément. Le truc, en fait, c'est qu'ici, en fait, ce qu'on nous montre, c'est un petit peu le projet. Moi, il me fait beaucoup penser au projet de Jancovici. C'est-à-dire l'idée en fait que on va utiliser le nucléaire au départ pour décarboner en fait nos énergies, le temps de trouver une solution. Voilà, le débreak c'est quoi ? C'est le moment où on s'est donné le temps. Ça y est, on a géré la crise, on a commencé. Mais en fait, le problème est, comme vous le dites très très bien dans le podcast, le problème est devant nous. En réalité, c'est que si on continue après sur les solutions d'énergie verte, on finira dans un univers post-apo. Et donc, le jeu, au départ, tu fais « Ah, c'est cool, c'est positif, on peut gagner. Mais moi, c'est ça le problème. Le problème que j'ai avec ce jeu, c'est une espèce de tension. C'est qu'il y a des gens qui peuvent se dire « Mais c'est bon, en fait, le réchauffement climatique. On a la solution. On a la solution. On va faire le débreak. On y croit. » Tu vois, les gens vont se lancer dans ce jeu-là en se disant « Mais on y croit, c'est ça la solution. Il faut se lancer dans des projets collectifs d'énergie verte, etc. » À mon avis, les projets collectifs dont on a besoin pour atteindre les objectifs de moins de 2 degrés à l'échelle, c'est pas des projets technologiques. C'est pas des technosolutions. Mais bon, c'est tout autre chose. Et donc, bon. En effet, ce seraient des projets sociaux, on l'a évoqué, mais dans la réalité, je vois pas. Mais les projets sociaux ne sont là que pour piocher des cartes et pour servir de bouclier aux crises. Non, mais sérieux. Non, toi aussi. Alors après, il parle de la fameuse carte décroissance, mais il n'en a qu'une en fait, carte décroissance. Donc en fait, on pourrait faire de la décroissance, on pourrait dire, mais du coup, t'en as qu'une, et ça fonctionne que pour un joueur. Et puis c'est des trucs que quand tu les poses, c'est qu'une fois par round. En plus. C'est pas comme certaines où tu vas pouvoir le faire plusieurs c'est long, fois. quoi. En fonction... C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est long. Ouais. Et en plus, mais de ce que j'ai. C'est intéressant. Non, mais de ce que j'ai pu voir, en fait, il y a s'il y a un projet. Il y a un projet là, je ne sais plus à quel endroit en France, qui est mis en place sur plusieurs villes qui se sont organisées pour mettre en place du troc, etc. et de réutilisation et tout. Je pense que c'est des trucs qui peuvent faire boule de neige en fait, mais au départ c'est très long. Et en plus, là on est sur des Américains qui ont un territoire immense et qui du coup n'ont pas l'aspect village qu'on peut avoir nous en Europe ou à d'autres endroits du monde, et qui du coup ne voient pas comme une communauté en local en fait ça peut vivre en fait. Surtout, je connais pas les gens qui l'ont créé, mais je pense qu'ils doivent vivre dans une mini communauté en Arkansas, tu vois. Je pense qu'ils vivent peut-être plus dans une grande ville, et donc du coup on voit aussi là des biais citadins. Ah non, mais c'est évident, c'est évident. Même dans la représentation du monde majoritaire. Même dans les représentations en fait des cartes et tout ça, tu vois bien que. Mais c'est intéressant quand même. Il y a une volonté sur les cartes de diversité. Il y a plein de choses positives dans ce jeu. Moi, je suis là pour faire chier. Je suis désolé. Non, mais mon objectif en tant que critique, 100% raison. C'est d'être là pour faire chier. Si... On a plusieurs fois, j'ai ri en disant regarde le nombre d'usines nucléaires que j'ai. Ouais, c'est ça. Donc moi, je critique le jeu sur sa dimension. Pour moi, il y a une tension dans ce jeu. C'est-à-dire qu'il faudrait pas qu'on croie que ce jeu même éveille les consciences sur ce qu'est le dérèglement climatique. Il peut éventuellement éveiller les consciences sur le fait que ce soit exponentiel.
C'est-à-dire que le fait que le dérèglement va être de plus en plus, qu'on sera confronté à des crises de plus en plus, etc. Ça, c'est un premier point. Il peut éveiller éventuellement les consciences sur le fait qu'il faille concilier l'impératif de la fin du mois et de la fin du monde, c'est-à-dire à la fois rester, conserver l'idée qu'il faut faire société, qu'il faut faire des projets, et en même temps mener à bien cet objectif de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Ça, il le fait très bien, mais la solution qu'il propose, les technosolutions à 2 balles, c'est no way, quoi, en fait. C'est vrai que le ventilateur, j'ai ri, moi. C'est no way. Et alors, il y a un autre truc que je voudrais dire aussi. Futurama, tu sais vite. Non, mais il y a un élément. Souffle plus fort. Il y a un élément de naïveté dans ce jeu incroyable. C'est quand même le moment avec les arbres qui mangent les émissions des gaz à effet de serre. Vous savez que les arbres ne mangent pas le CO2. Les arbres le stockent. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, en fait, concrètement, hein, un arbre, il prend le CO2 et il le met en lui. Il le conserve. Quand il brûle, le CO2 est réémis. C'est-à-dire que cette idée que chaque tour, les arbres font disparaître de la pollution, c'est du putain de bullshit. C'est-à-dire que si on veut, c'est-à-dire que vu la quantité de gaz et de CO2 émises dans l'atmosphère aujourd'hui, il faudrait une quantité d'arbres aujourd'hui pour stocker tout le CO2, et encore faut-il que ces arbres ne brûlent pas. Contrairement à ce qui se passe à Los Angeles. Oui, et puis c'est la même chose pour l'océan, c'est-à-dire que l'océan, il absorbe, mais à un moment, en fait, il s'acidifie. Et oui. Donc en fait, il y a toute une dimension dans ce jeu qui est... Mais, ok, il faut bien... Alors là où je peux l'entendre, c'est il faut bien des mécaniques ludiques pour émuler tout ça. Les auteurs pourraient nous dire, on a simplifié. Évidemment, on est au courant de tout ça, on a un peu simplifié, etc. Mais il y a quand même des petits éléments là-dedans qui sont à la limite de la désinformation, en fait. Est-ce qu'on, dans le livret de règles, tu vois, il n'y a pas un petit moment qui explique... Peut-être. C'est là qu'il faudrait lire tous les QR codes. C'est ça, ouais. Parce que ça se trouve dans la version originale, on a peut-être ces choses-là. Aujourd'hui, on n'a pas ces infos dans la version française, et c'est dommage que ça ait été remis, du coup. Voilà. Pour le coup, qu'il n'y ait pas eu une traduction des pages sur lesquelles c'est envoyé, parce que peut-être que du coup, ça va dans ton sens. Tu vois, ce que j'essaye de te dire, François, c'est qu'en tout cas, en l'état, tu joues à ça dans une ludothèque, le jeu te dit, si tu plantes plus d'arbres, ça ira mieux. Bien sûr. Voilà. Et ça, en fait, pas que ça. C'est juste qu'il y a des choses qu'il dit avec lesquelles c'est cool. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a d'autres choses sur lesquelles... Voilà. Mais après, c'est très difficile de faire un jeu aussi complexe que le problème. Et comme tout sujet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'appuyer que sur un média pour tout comprendre. C'est une porte d'entrée. Parce qu'effectivement, au bout d'un moment, la photosynthèse, si tu es à un certain degré de température extérieure, tu ne l'as plus. Donc les arbres, effectivement, sont inutiles. Et puis, malgré tout... Moi, j'ai trouvé ce jeu excellent. Et moi, j'aimerais bien en refaire une partie. Oui, tout à fait. Après, il y a... même la saison 2 avec Kiefer Sutherland. Daybreak 2, le retour. Tu peux te rajouter des défis, hein, c'est ça aussi qui est intéressant. Non, mais déjà, je voudrais faire une partie 2 en comprenant toutes les règles dès le début. Du jeu standard. D'un point de vue éditorial, je vois que toutes les boîtes sont en carton, que tout le matériel est en carton. Non, c'est pas un petit détail. Il n'y a 0 plastique dans ce jeu. Effectivement. Il y a 0 plastique dans ce jeu. En même temps, ça serait assez hypocrite dans ces cas-là de faire un jeu avec plein de sachets. Ça serait pas la première fois. Oui, mais du coup, je trouve que tu desserres ton propos dès l'ouverture de la boîte. Voilà, non, mais je tiens à le signaler quand même. Sans citer le nom du jeu, j'ai déjà vu un jeu qui parlait de l'énergie et qui un peu dénonçait les choses. Et on avait besoin d'une tablette pour pouvoir jouer à ce jeu-là. Donc j'ai envie de dire, le message il correspond pas forcément 100% aux médias, ouais. Donc là déjà on a quand même un élément à mettre au crédit du jeu. Et puis surtout un énorme élément à mettre au crédit du jeu, c'est qu'il parle de ce sujet. Et qu'il soit bien abordé ou mal abordé, etc., ça fait plaisir de voir un jeu à propos. Alors après, on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec son propos, on peut, comme je viens de le faire, on peut critiquer le propos, etc. Mais n'empêche qu'il y a un propos. On peut faire le jeu en disant oui, mais effectivement, faisons Daybreak saison 2 et on l'appelle autrement et on met en avant les problématiques qui sont pas mises dans le jeu. Non, mais je veux dire, on n'est pas devant blanc manger coco, quoi. Ah bah ça, on est d'accord. Donc ça déjà, rien que ça, c'est trop cool en fait. Il faut le dire. Non, mais c'est vrai, il faut le dire quand même. C'est-à-dire qu'avec Daybreak, on commence à rentrer dans un type de jeu qui n'est pas un serious game, parce que c'est pas non plus un jeu, voilà, c'est pas...
C'est un mais. Il a une reconnaissance du monde ludique, le Spiel et l'As d'Or nomination. Ouais. Je note, hein, mais Ouais, je vrai. me dis, je suis pas sûr qu'il y a 20 ans, on sort ce jeu-là, on fait oui, bon, c'est bien gentil, mais ça nous parle pas, ou je sais pas quoi. Ouais. Là, ça veut dire quand même, c'est peut-être bien d'avoir des jeux qui parlent de ça aussi. Et pas toujours le Monopoly, ou faut acheter des maisons, des choses comme ça, mais parlons un peu d'autre chose. Et je pense qu'il n'a pas eu ces nominations-là que pour ça. C'est aussi parce que c'est un excellent jeu. Oui, Le gameplay est très sympa, t'es obligé de te casser la tête dès le départ. Au final, les mécaniques du jeu, elles rentrent quand même au bout d'un tour. T'as quand même à peu près saisi où tu vas et comment tu dois y aller. pour les joueurs de Magic. Non, mais il a raison, Jérémy. Sûrement, je me rends pas bien compte, c'est possible. D'accord. Mais je trouve que le jeu mécaniquement est quand même vachement bien foutu. Ouais. Il est hyper clair, on l'a pas mentionné, mais alors moi les couleurs du jeu, je trouve ça sans sas, hein, le plateau est très très beau, Ouais, ce c'est qui vrai. gâche rien. Très très beau. On a quand même joué à des jeux avec des plateaux vachement plus moches que ça. Pétrole, on c'était beau. citera pas, Pétrole, il était beau le plateau de jeu. Et Puis- et le propos. Ah, S'il le vous plaît, propos le était pétrole. complètement. L'inverse. C'est raccord en fait. L'inverse. C'est raccord. C'est ça. Sauf qu'à Mais, l'époque, c'était quoi? C'était le pétrole qui allait sauver le monde. C'était C'est le ça. pétrole va sauver le Alors monde. qu'au Ouais. contraire, l'affiche montrait Non, un mais monde à un horriblement. moment donné, quelqu'un a dit, blague à part, attends, je suis désolé François, mais blague à part, à un moment donné, quelqu'un a dit, un jour ce jeu il sera peut-être aussi démodé que pétrole. C'est moi qui ai dit ça. Et moi je crois à ça. Ah, c'est Un jour on rira de nous en disant, oh il croyait que les énergies vertes ça allait nous mais sauver. en tout cas, au-delà du propos, et je rejoins Flavie là-dessus, le jeu mécaniquement est vachement bien fait. C'est très sympa, tu te prends vite au jeu. T'as deux façons de voir le jeu où tu joues auto-centré, tu penses qu'à ta tronche en disant, bah, de toute façon, l'autre, tant qu'il bouge pas ses fesses, ça sert à rien de s'occuper. Ou bah tu te la joues vraiment en coopératif et t'avances vite. Et moi, je suis désolée, mais moi, j'ai vécu une partie hyper immersive. Moi, Ouais. j'ai imaginé ce que je faisais. Et j'imaginais les. Et à certains moments, je posais des trucs et j'imaginais ce que ça donnait sur le paysage et la population, quoi. Moi j'ai pas arrêté de m'énerver. J'ai tellement kiffé, quoi. Enfin, Moi j'ai vraiment pas arrêté de m'énerver sur les énergies vertes. Moi c'était un truc de fou. Ça m'a énervé mais d'une force. Le coup des arbres qui aspirent le CO2, c'était un C'est vrai truc. que tu l'as dit dès la mise en place de la partie. Ah non, mais ça J'ai m'a pas énervé relevé, mais direct. oui, ça m'a. Je me suis dit, tiens, je suis Ça- pas content dès le départ. Non, moi ça m'énerve en fait. Parce que ce jeu, oui, c'est de super intention. Déjà, il parle d'un sujet qui est hyper intéressant, mais je trouve qu'il en parle pas si bien que ça. Et il y a des trucs bien dedans, mais tu vois, il y a un côté Après, ça reste un jeu dans un monde où t'as besoin de le vendre. Et tu vois, si tu vas au fond des choses, tu risques un peu de sortir de la mécanique ludique et sympa du jeu. Et au final, si tu dégoûtes les joueurs avec des mécaniques un peu trop complexes, qui n'ont pas lieu d'être dans un jeu, peut-être, tu vois. Il y a un côté. Alors, qu'est-ce qu'il dit ? Lutter ensemble contre Daybreak est un jeu coopératif dans lequel vous construisez des technologies innovantes et améliorer la résilience de votre population pour faire face au réchauffement climatique. C'est écrit sur le dos de la boîte du jeu. Hein ? Donc, pas là pour lutter contre, mais juste pour l'affronter. Donc le propos, tu l'as compris. Donc le propos, je l'ai bien compris et je le conchis. C'est voilà. Non mais c'est clair. Non mais après, moi je préfère un jeu à propos avec lequel je ne suis pas d'accord que un jeu qui n'a pas de propos. Bah, au moins ça fait débat et c'est intéressant. Ça fait Voilà, avancer les idées. c'est ça. Moi au moins, voilà. Et en plus, il a un truc qui est très intéressant avec Daybreak, c'est qu'il présente en fait une vision positive de la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas doomer Daybreak. C'est des gens qui disent non, on peut le faire. C'est-à-dire on peut, si on s'y met ensemble, si on attaque tous les problèmes de front, tous ensemble, avec la technologie, avec notre savoir-faire, c'est comme ça que l'humanité a résolu tous ces problèmes. Et elle résoudra aussi le réchauffement climatique. Et ça, il y a un côté empowerment, ensemble on va y arriver, etc., qui est très très positif. Tu vois, je trouve ça super intéressant. Le problème, c'est que oui, je partage ce constat que c'est ensemble, effectivement, qu'on réussira. Et avec l'idée du care de Flavie, etc. Mais pas grâce à la technologie. La technologie est une partie, et notre amour, en fait, de la technologie est une partie du problème du réchauffement climatique. Et donc, il va falloir déconstruire ça en tant qu'occidental si on veut lutter contre le réchauffement climatique aussi. Et ça, c'est mon propos à moi. Après, j'ai le droit de ne pas être d'accord avec ce jeu. Alors, je me pose une question là qui n'a rien à voir. Donc, ça se trouve, tu couperas. Il est quelle heure ? C'est ça. En fait, je me rends compte que je dis depuis tout à l'heure que c'est un jeu dans lequel j'étais en immersion, dans lequel j'imaginais vraiment tout l'univers et tout. Et il y a quand même beaucoup de liens, j'ai trouvé, avec Magic en termes de ludicité, etc. Oui. Et sur l'aspect synergie des cartes aussi. Oui.
chaque carte, et à chaque fois, tu es amené à te dire, ok, cette carte-là va pouvoir être... J'ai eu l'impression de créer un deck de Magic. Et donc, l'idée de me dire, j'ai imaginé sans arrêt le jeu, etc. Je me demande si c'est vraiment pas lié à des années de Magic que j'ai autour de moi, au fait de... Quand je voulais comprendre les decks que je faisais, j'imaginais toujours ce qui se passait quand je jouais. J'avais une façon de jouer très historique, on va dire. Ouais. Et là, vraiment, je trouve qu'il y a des gros points de contact entre ces deux jeux sur aussi la façon dont les cartes rentrent en synergie entre elles. Et il y a un truc que j'ai pas du tout fait, et je pense que, je sais pas, tu me diras, Jérémy, mais contrairement à Magic, je pense qu'il y a moyen de faire des synergies tout autour de la table. Et je me dis qu'il y a moyen de faire un vrai truc de ouf en termes de synergie, même entre les pays. Et rien que pour ça, je voudrais rejouer. Ouais. Je suis sûr qu'il y a des moyens de coopération entre joueurs. Et des combos où on se donne des cartes pour défausser au-delà des cartes. Au-delà des combos, mais rien qu'on choisit les projets globaux et que, tu vois, toi, Romaric, tu peux investir dans un projet global qui va pas te servir, mais qui va servir à Flavie ou à Jérémy. Là, tu as une notion déjà collective. Alors, tout à fait, de coop, de mise... Ouais. Mais pour ça, il faudrait que les relations internationales existent et qu'on ne les piétine pas toutes les 15 minutes pour envahir la Cisjordanie. Après, c'est de l'utopie. Dans les parties que j'ai faites, je trouve qu'il y a toujours un petit manque on a envie de plus interagir avec les joueurs. Parce que des fois, on a envie, mais on peut pas. Donc, je sais pas s'il y a une stratégie... cassé vraiment genre martingale on a envie de trouver quelque chose à ce niveau là, je suis d'accord, c'est une sensation qui me manque de dire mais mince, il y a des moments je voudrais agir plus avec les autres joueurs, mais il faut piocher la bonne carte. Alors l'Europe a de la chance d'avoir des cartes au départ qui peut faire ça, mais en même temps on a envie de faire aussi autre chose, on a envie de générer un moteur de pioche, donc il va falloir sacrifier des projets et on n'a pas envie de sacrifier une technologie verte. Donc du coup, bah oui, parce que mine de rien, le jeu nous pousse à ça. Oui, d'accord. Et donc du coup, bah tu sacrifies l'aspect sociétal au départ. Ouais. Ensuite, tu y reviens, mais tu dis, mais il faut piocher les bonnes cartes derrière. Donc, sûrement qu'on peut le faire, mais moi j'ai une sensation de manque sur mes 5 parties de cet aspect-là. À chaque fois, j'ai envie de dire, mais mince, ça fait 2 tours que j'ai envie d'aider mes camarades. Bah, j'étais bien content, au bout d'un moment, quand même, d'avoir une carte qui peut me dire, allez, je te prends une communauté en crise, tu vas souffler un peu, moi je peux me permettre, ça va de mon côté. Mais des fois, je voudrais plus, quoi. Ouais, le gros manque, c'est la dimension politique et militaire. Et stratégique, mais bon, on peut pas non plus. On mélange Fitna avec pétrole, avec. C'est ça. On peut faire le super jeu, ça s'appelle La Vie. Non, mais tu vois, c'est-à-dire, alors, non, mais blague à part, c'est-à-dire que le côté, il n'y a pas une phase politique dans ce jeu où les États se mettent d'accord entre eux pour une stratégie à suivre, pour défendre leurs intérêts. Si, un tout petit peu, parce qu'il y a la phase de projet global quand même au départ. Alors, c'est pas non, mais c'est pas poussé, j'entends. C'est juste que t'as quand même une phase de concertation. Le fond Barnier, il est vide déjà. Non, mais tu vois ce que je veux dire, oui, c'est-à-dire que les projets globaux, en fait, à échelle de la planète, c'est bullshit, en fait. Bien sûr, mais tu vois, par exemple... Attention à ton micro. On est sur un... ton micro. Un conseil pour 2 personnes. On reste sur un jeu qui peut peut-être pas se permettre de se perdre non plus. Je me souviens que tu avais fait une remarque similaire sur Fitna, en mode on gère pas, alors c'était peut-être pas toi, mais le moral des troupes, l'argent, etc. C'est toujours moi qui est pas mais content. parce qu'on peut pas non plus peut-être trop se perdre dans un jeu, parce que ça te fait un jeu qui finalement part dans tous les sens. T'as raison. Et tu perds 80% des joueurs parce que... Toi, tu veux juste parler écologie, en tout cas de mettre le pied à l'étrier, ce que j'ai Jérémy tout à l'heure, sur ce sujet-là, et après, libre à toi de te renseigner ou pas. T'as raison. Tu peux pas partir dans tous les sens sur un jeu. Ton livret de règles, ça serait un annuaire, quoi. Petit détail ludique aussi, mais sur les crises qu'on a piochées et qui étaient visibles, il n'y en avait aucune qu'on pouvait agir dessus. Normalement, tu as des crises où on peut collectivement se défausser des cartes, décider du coup qui se défausse des cartes pour que la crise se gère. On n'a pas eu ces cartes-là. On en a eu une à la fin. Oui, et qui du coup, on se dit, on s'en moque, c'est la fin. Alors, je te le dis autrement. Dans le jeu, en fait, quand Flavie allait perdre avec sa communauté, on s'est pas dit, c'est la Chine, on s'en fout. Gardons nos ressources pour nous, etc. On a tous... Parce que le jeu postule de base que quand il y a 12 machins, on a perdu. Dans la réalité, il n'y a pas un marqueur et un compteur qui nous dit qu'on a perdu. Dans la réalité, on se dit « Oh, ça va aller, ils sont en colère. Regarde Macron. Regarde. Oh, le gilet jaune, ça va aller. Faut se calmer, tu vois. » Et en fait, il sait pas, mais à ce moment-là, il a déjà perdu. La dissolution, ça va aller.
je vais dissoudre, ils vont voter comme j'ai envie, ça va aller. Non, bah non, en fait, c'est perdu. Tu vois, et en fait, le problème, c'est que là, le jeu nous donne des marqueurs clairs de perte qui fait qu'à un moment donné, les États-Unis, l'Europe et le reste du monde se disent non, là, vraiment, il faut aider la Chine parce que sinon, on a perdu. Non, mais ça n'arrive jamais, ça, en fait. Et donc, moi, c'est ça, en fait, le truc, c'est que là aussi, il y a un espèce de mensonge sur l'état réel des relations internationales aujourd'hui. C'est un jeu, même s'il a un propos, il n'est pas là pour émuler la réalité, mais pour émuler un propos. Tout à fait. Qui n'est pas un propos qui te plaît. Non. Mais qui est leur propos à eux. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est ça. Eh bien voilà, encore un jeu qui ne me plaît pas, Jérémy. Non, le jeu... Alors, c'est ça qui est intéressant. C'est que ce que disait... Le jeu, du point de vue ludique, m'a beaucoup plu. Parce que ressemblance avec Magic, des trouvailles techniques, on l'a dit, excellentes. L'affordance avec les cartes, c'est-à-dire que les cartes font bien, les projets sont bien designés. Le jeu a des tas de qualités ludiques. C'est le propos du jeu qui me dérange. Et donc, tu vois, il faut bien distinguer les deux. Jérémy, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de potasser là. Moi, je regarde un truc au cas où j'ai oublié une petite règle ou quelque chose comme ça. Genre ne faites pas jouer Romaric à ce jeu, ni Mignoro, ni bah ça, c'est sûr. Les gens. Mais je vois rien pour l'instant. Voilà. Ok. Ah, c'est ça tu que vois je rien, vois. Pas écrit. Ouais, c'est bien Jean ça. Covici, un joueur non possède 12 communautés en crise au plus. J'avais un petit doute se dire, mais mince, mais est-ce que du coup je me suis pas trompé sur la règle ou je sais pas quoi? Non, c'est bon, c'est bien ça. Hein. C'est bien qu'une communauté, enfin, une région du monde a 12 communautés en crise, c'est bien tout le monde qui perd. Qu'est-ce que t'as lu sur ce jeu? Est-ce que t'as lu des critiques du jeu, des gens qui disent qu'ils sont en colère, que ce jeu soit un horrible Non, jeu j'ai pas vu beaucoup de critiques, sincèrement. J'ai juste vu 2 extraits vidéo de critiques sur YouTube vite fait pour voir un peu l'aspect et un peu le ressenti des joueurs. Donc franchement, très sincèrement, j'ai dû voir 2 fois 1 minute de vidéo, de dire oui c'est bien. Un groupe qui a perdu la partie mais qui avait envie de réessayer justement pour mieux réussir. D'accord, Moi ouais. j'avoue que j'ai perdu 0 fois le jeu. Ah, t'as pas perdu. Mais à mon avis, le jeu est positif. En fait, le jeu est vraiment positif. C'est-à-dire, l'objectif du jeu, c'est de te dire... Mais trop, t'as raison. On va gagner. On va gagner. Mais c'est bien, ça fait plaisir. Mais c'est vrai. Ça donne de l'espoir. Ça donne de l'espoir. Et on en a besoin aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Mais il faut aller plus loin. Donc c'est cool. C'est cool de donner de l'espoir. Mais... Et la deuxième personne, il y avait une phrase qui m'avait marqué en disant... Attention à ton micro. Excuse-moi. Que normalement il aime pas trop les genres de jeux ou de médias, je sais plus quel terme il a utilisé, qui donnent des leçons, mais que là ça passait, qu'il y avait assez pour le plaisir, mais c'est que l'aspect ludique qui a été critiqué. D'accord, on est d'accord. Enfin, pour ce que j'en ai vu. Très intéressant. Super, merci beaucoup Jérémy, c'est génial beaucoup de nous avoir ramené ça, mais t'es au top. Avec plaisir. T'es un bon toi. Faut que tu continues à nous ramener des jeux, hein. Fitna, Daybreak. On est d'accord que c'était un truc de fou. C'était très sympa. C'était vraiment très très sympa. Daybreak avec Ken Reeves. Ça a surtout plu à Flavie, mais... Ah ouais, le 2. Non mais en fait, tu vois, elle dit, pendant toute la partie, je me suis raconté une histoire. Mais en fait, il y avait des mecs huilés, des Chris Emross à poil, dans les champs d'éoliennes. Bah oui, Sawyer. Et alors Daybreak. Je t'ai planté une éolienne dans le cœur. Ah, je crois pas qu'elle soit trop film d'action comme ça, tu vois. Mais par contre, elle imagine que la technologie, c'est... Mais t'as confondu avec Point Break, en fait. Ouais, je pense, il y a un côté Point Break. Tu aimes mon ventilo? Tu l'aimes quand il tourne comme ça? Ce podcast vrille complètement. Merci à toutes et à tous de l'avoir écouté jusqu'au bout. À très bientôt tout le monde, portez-vous bien. Salut tout le monde. Bonne journée à vous, selon le moment auquel vous écoutez. Voilà, c'était le podcast de la cellule. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à vous abonner. À très bientôt.